même si on n'est pas à la télévision. Du coup, on était sur la dernière question. Est-ce que ça va pas jouer sur l'attractivité de la Ligue 1? Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses? Si, bah, je rejoins Antoine et Anthony sur ce sujet. Après, bah, il faut peut-être aussi en tirer du bon. Les clubs vont peut-être être obligés de revoir leur modèle économique, de former plus de joueurs, et de les garder surtout pour essayer de les faire jouer en équipe première, hein. Moi, je suis à Nantes, donc c'est une question qui intéresse beaucoup les supporters du FC Nantes. À Nantes, c'est un club qui a vécu et puis qui a remporté ses plus beaux trophées grâce à des joueurs formés au club, qui restaient et qui évoluaient en équipe première avant de partir dans d'autres clubs. Donc la solution passe sans doute par là. Après, il va certainement, falloir accepter quelques années, compliquées où même en coupe d'Europe, ça va être difficile d'aller faire des résultats, même si, parce que on parlait des stars aussi, hein. Est-ce que Neymar vont rester dans un championnat, dévalué? Ouais, c'est ça. Et juste le dernier mot pour toi, Meltsen, le dernier mot sur ça, sur l'attractivité de la Ligue 1 dans le futur. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, ça va forcément jouer. C'est quelque chose de tellement énorme que forcément ça aura un impact. Il va falloir, comme l'a très bien dit Julien, revoir le modèle économique de nos clubs, parce que cette crise, elle va forcément créer des déséquilibres. On verra des plus grosses disparités entre ceux qui ont, l'économie pérenne ou qui ont des ressources pour pouvoir réinjecter des sous dans les finances et bah, les clubs qui sont, on va dire, un peu moins, à l'aise financièrement et voilà, si on veut en plus, aggraver un peu plus la situation, on peut parler de cet événement qui arrive en plein milieu d'un autre truc qui va faire beaucoup de mal à la Ligue 1, surtout dans le modèle de trading de plusieurs clubs français, c'est le Brexit et les nouvelles Mmh. règles, concernant le mercato en Angleterre. On sait que l'Angleterre, c'était un endroit où on adorait, exporter pas mal de nos jeunes. Wesley Fofana, de l'AS Saint-Étienne à Leicester, très récemment et voilà, ça va être encore une Mmh. fois un levier en plus qui va, on va dire, qui va s'enlever pour la Ligue 1 et pour l'attractivité économique et également sportive de celle-ci. Merci à vous, les gars, d'avoir été présents sur ce sujet passionnant. On a manqué un peu de temps, là, ça passe vite le temps, mais merci à vous en tout cas. Merci Antoine, merci Julien, et merci Meltsen. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne émission. Bonne soirée et à la prochaine, peut-être une Bonne fin prochaine de fois. soirée. Merci, Merci. merci. Bon, il y a que des Strasbourgeois sur le live dans le chat, il y a que des Strasbourgeois. Ils attendent avec impatience l'hémoglobine qui va arriver. Elle va arriver. D'ailleurs, on va aller faire monter tous les supporters de Strasbourg, de Saint-Etienne. On va faire monter tout le monde. Je vais les faire monter. Je les fais monter, attendez, en direct. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Ah. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais. Oui. Ah, il y a Ariston en caméra, Tom, beau gosse. Il y a Tom. Il y a Tom. Merci, toi aussi. Il y a Segalito. C'est Galito, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr, mais ça Tom, je te vois, mais c'est Segalito, bien sûr, sur Twitter, allez le suivre. Euh, il y a tout le monde. On va parler de Strasbourg-Saint-Etienne. Le match s'est déroulé dimanche. Et après, on parlera du derby à venir, Lyon, Saint-Etienne-Lyon, avec Segalito. Mais Segalito va donner son avis aussi sur Strasbourg-Saint-Etienne. Voilà. Si je veux, bien sûr. Avant Je suis venu ça, pour ça. moi, t'es venu pour ça, bien sûr. Avant ça, pour introduire la séquence, c'est Anthony qui va poser son coup de gueule sur le match Strasbourg-Saint-Etienne qui s'est déroulé dimanche après-midi. C'est la nouvelle séquence de cette émission, c'est le coup de gueule d'Anthony. Est-ce qu'en régie, on peut mettre la diapositive? Vas-y, Anthony. Sois Je clair, sais pas sois quel précis. diapo tu m'as mis, mais quel truc tu m'as mis pour m'introduire, mais. T'inquiète. Le coup de gueule. Un coup de gueule. Hey. Alors bon. Alors, parce que moi je suis le grand râleur, donc il y aura un coup de gueule toutes les semaines. Cette semaine, il va être pour les instances du football français en général. Alors, on va revenir sur Strasbourg-Saint-Etienne, mais avant ça, je me suis fait un petit multi-Ligue 2 où j'ai pas trop compris. Des matchs qui sont reportés avec la neige, d'autres qui sont reportés juste d'une demi-heure. Bon, j'ai pas tout compris.
C'était injouable au Serre Châteauroux. Je sais pas pourquoi ça s'est joué. Petit coup de gueule aussi, mais ça reste à venir. C'est pour les diffuseurs de la Coupe de France qui nous mettent des matchs à 13h45, tu sais pas pourquoi. C'est sympa, regarder un match de foot à 13h45. Et donc, le coup de Ouais. gueule principal sur Strasbourg-Saint-Étienne. Comment la Ligue peut laisser se jouer ce match avec 18 cas Covid, si je me trompe pas, entre le staff, les joueurs. C'est la règle est bidon du début jusqu'à la fin. Alors oui, il faut une règle, mais bon. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était un petit peu, voilà, c'est abusé. Faire jouer ce match, c'était n'importe quoi. Quand on regarde les compositions d'équipe, enfin, pour Strasbourg, c'est normal, c'est la compo quasi type. Mais pour Saint-Etienne, c'est n'importe quoi. Tu découvres des joueurs, alors c'est très sympa pour eux qui jouent un match, hein, mais pour l'attractivité du championnat, on en parlait tout à l'heure, euh, pour, euh, pour l'équité aussi sportive, de voir une équipe de Saint-Etienne décimée comme ça, finalement, bon, ils ont bien tenu, mais ça reste un scandale. Et puis surtout, voir le derby qui va se jouer dimanche avec cette équipe-là pour Saint-Etienne, franchement, pour l'attractivité de la Ligue 1, et puis surtout pour avoir un beau match, ça fait vraiment de la peine de voir que nos instances n'ont pas été capables juste de reporter 2 matchs quand ils ont été capables de reporter un Lorient-Dijon. Je me dis que voilà, l'équité sportive, on sait qu'on avait fait une croix dessus avec le Covid, mais là, ça va loin. Alors, on rappelle juste avant de donner la parole à tout le monde, on rappelle que l'arrêt de la Fédération française en cas de Covid dans un effectif, c'est qu'il faut avoir au moins 20 joueurs professionnels et un gardien. Et voilà, 20 joueurs professionnels et un gardien. En sachant que Saint-Etienne a deux. Oui, mais Vas-y. juste pour compléter sur cette règle, 20 joueurs professionnels, c'est très sympa, mais Saint-Etienne a comblé avec des joueurs qui étaient issus du centre de formation, des joueurs de la réserve. Forcément, n'importe quel club peut avoir 20 joueurs disponibles. Il suffit juste de compléter avec la réserve, les équipes de jeunes. C'est facile. Et pour l'histoire du gardien, c'est ce que tu vois pour Saint-Etienne, c'est ubuesque. Les mecs, ils sont arrivés. Il y a un gardien, donc qui est Jesse Moulin, le gardien titulaire. Les 2 autres gardiens étaient cas Covid. Tu as quand même un jeune gardien sénégalais qui vient juste de recruter, qui a dû faire le déplacement juste pour échauffer le gardien en fait. Il est venu, le gars, il a échauffé le gardien, il s'est mis en tribune. C'est n'importe quoi. Ouais. On va donner la parole aux supporters de Strasbourg. Est-ce que, Ariston, est-ce que tu es d'accord avec Anthony Ariston? Ouais, je suis d'accord sur le fait que ce match, il aurait pas dû être joué déjà. Je trouve que c'était inadmissible de la part de la Ligue de jouer ce match, sachant que Saint-Etienne, sur l'équité sportive, c'était pas du tout équitable. Nous, on avait tous nos joueurs. On avait absolument tous nos joueurs. On a eu un avantage sportif vraiment très très grand. Et je pense que la Ligue a fait une grossière erreur en faisant jouer ce match, sachant que Saint-Etienne, quasiment tous leurs joueurs étaient touchés par le Covid. Et je pense que si Saint-Etienne avait eu tous leurs joueurs, l'issue du match, ça serait pas du tout pareil. Pour toi, c'est un scandale d'avoir joué ce match. Ah oui, clairement, clairement. Moi, si ça avait été l'inverse, j'aurais tout à fait râlé aussi. Je comprends tout à fait les supporters de Saint-Etienne. Si tous tes meilleurs joueurs ils sont touchés par le Covid et que tu dois aller un peu t'habiter le couteau à Strasbourg, qui est une équipe quand même cette année qui est un peu plus en forme que toi, qui voilà, avec tous leurs joueurs, tu vas jouer en plus là-bas à domicile. Du coup, ça rajoute encore une difficulté. Je pense que ouais, c'est pas du tout normal d'avoir joué ce match. Le match, il aurait dû être reporté et attendre que Saint-Etienne soit en capacité de jouer ce match normalement avec tous leurs joueurs. Ok. On va donner la parole à Lemo Jovine, qui est une autre supportrice de Strasbourg. Je crois qu'elle partage un peu les deux avis, elle comprend un peu les deux avis. C'est ça que tu m'as dit hors antenne. Alors, je dirais que déjà, du point de vue, effectivement sanitaire, honnêtement, moi, je l'aurais pas joué le match. Je l'aurais effectivement reporté parce que, comme l'a dit Ariston, au niveau de l'équité, déjà, on a quand même un léger souci puisque les joueurs qui ont joué, à Saint-Étienne, le jour, le 17, je crois, n'étaient pas, pros. Après, nous, on avait effectivement notre effectif pro, quasi complet. Après, je comprends effectivement la position par exemple, de Loret qui a précisé que justement, avant qu'on sache si le match était reporté ou maintenu, qui a précisé qu'il allait justement entraîner ses joueurs comme si le match était maintenu, ce qui est normal.
Après, effectivement, j'ai quand même un petit peu de colère envers la LFP parce que le risque est trop grand par rapport comment dire, au protocole sanitaire qui a été mis en place et qui est clairement pas suffisant sur le nombre de joueurs nécessaires pour reporter le match. Alors, on va faire monter un autre supporter de Saint-Etienne qu'on interrogera après Miguel, l'angle vert à la fin. On va faire monter Joss Randall, qui est un très grand supporter de Saint-Etienne qui fait des chroniques sur RMC de temps en temps. Bonsoir Joss. Salut les gars, vous m'entendez? Je sais on t'entend tous bien. Je sais que t'as pas beaucoup de temps ce soir, t'es sur la route, tu travailles. Du coup, Ouais. on voulait avoir ton avis parce que je sais que tu représentes bien les supporters de Saint-Etienne. C'est gentil, j'essaye. Non, mais J'essaye. ouais, je te le dis. Je pense que les supporters de Saint-Etienne seront d'accord avec moi. Du coup, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que c'est un scandale d'avoir joué ce match dimanche après-midi? Ouais, scandale, faut peut-être être un peu mesuré sur les mots, mais je pense que le match n'aurait pas dû se jouer pour deux raisons. Enfin, principalement, curieusement, pas tellement pour la raison d'équité sportive, parce qu'il y a une règle qui est fixée, elle est bonne ou elle est pas bonne, mais elle est fixée, elle est la même pour tout le monde. Moi, personnellement, je trouve dommage que dans la règle, ils aient pas introduit une notion ils ont introduit juste une notion d'effectif et pas une notion de joueurs principaux ou joueurs équipe type. Ils auraient pu le faire, ça, en prenant les temps de jeu, etc. Mais bon, peu importe. Là où je suis par contre beaucoup plus surpris, c'est que dans la règle qui a été définie, on ne tient pas compte de la notion de cluster au niveau du club. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la SS s'est présentée avec 10 joueurs touchés par le Covid, plus 8 membres du stage touchés par le Covid. Ce qui veut dire que dans l'environnement stéphanois, dans la semaine qui a précédé, tous ces gens-là étaient ensemble. Donc moi, j'ai peine à croire que dans les 15 joueurs qui ont foulé la pelouse à la Méno, il n'y en ait pas qui ne soient pas porteurs. Donc comme je l'ai mis dans ma chronique, je leur souhaite pas du tout ça parce qu'ils ont bien dégusté aussi en début de saison, mais je rigolerais si dans une semaine, il y avait un nouveau cluster qui apparaissait à Strasbourg. Et j'espère que ce jour-là, ils porteront plainte contre la Ligue. Je reviens pas sur le fait qu'à un moment donné, il faut bien définir une règle. C'est la règle qui, à mon avis, est mal définie. Et en tout cas, est mal proportionnée avec l'évolution de la contagion. Voilà. Après, bon, on est comme tout le monde, on souffre d'un problème d'équité sportive, mais ni plus ni moins que les autres. C'est-à-dire qu'on a commencé un match avec des gamins, quoi. Et d'ailleurs, ils s'en sont plutôt bien sortis. Là, on entend aujourd'hui que le club a demandé le report du derby, qu'ils n'auront évidemment pas, parce que je vois pas notre ami Jean-Michel Aulas nous faire ce plaisir-là. Mais s'il n'y a pas un accord entre les deux clubs, le match ne sera pas reporté. Et dans l'absolu, on a quand même de bonnes chances de se faire ouvrir à effectif complet. Là, j'imagine que ça va être un peu compliqué. Maintenant, on prend le Covid là maintenant, comme beaucoup de clubs l'ont pris, et il faut faire avec. Il n'en restera pas moins que ce Covid aura été un des acteurs dans l'équité sportive entre les clubs. Voilà. Justement, on va passer la parole à Segalitos, d'un supporter lyonnais. Est-ce que toi, tu as un avis peut-être plus mesuré sur la question du report du match contre Strasbourg dimanche? Est-ce que pour toi, c'est un scandale d'avoir reporté le match dimanche? De ne pas avoir reporté le match dimanche, excuse-moi. Clairement, c'est difficile de dire l'inverse, hein. C'est pas parce que je suis lyonnais que je peux me permettre de dire l'inverse. Ok. Je me suis mis à la place de Saint-Etienne et je me suis dit que si ça nous était arrivé, on aurait tous pété un câble, et je pense que Saint-Etienne a plutôt bien réagi, parce que j'ai pas trop vu dans la presse ou même sur Twitter ou quoi que ce soit les Stéphanois réagir, et je pense que là j'aurais pu complètement être avec eux sur le point de même porter plainte contre la Ligue. Je pense que le club n'aurait jamais dû accepter de se déplacer. Je crois que dans le foot, on peut faire une requête. Le problème, c'est que tu peux pas porter plainte. Tu peux pas porter plainte parce que le règlement particulier Covid, il a été présenté en début de saison et il a été validé par les présidents. Donc aujourd'hui, tu changes pas les règles en cours de jeu. Stricto sensu, il y avait 20 joueurs de l'effectif professionnel qui étaient capables de jouer ce match. Donc
C'est difficile de porter plainte contre la Ligue, contre un règlement que tu as toi-même accepté. Mais, Oui. moi, là où moi j'apporte un éclairage un peu particulier sur ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'on n'a pas tenu compte du cluster. On n'a pas tenu compte du fait que c'était bien plus que 10 joueurs qui étaient infectés. C'est 18 personnes de l'environnement de l'effectif professionnel. Et que pour moi, ça présente un danger d'ordre sanitaire. Et une fois encore, Ça fait si énormément de cas contacts. jamais il y a un nouveau cluster qui naît à Strasbourg dans une semaine, dans 10 jours, il viendra de chez nous. Il viendra clairement de chez nous. Et là, j'espère qu'on en reparlera. Voilà. Justement, est-ce qu'on va demander aux 2 supporters de Strasbourg, est-ce que Ariston, tu t'attends à un cluster à Strasbourg, est-ce que tu redoutes ça un peu, genre, Ah ouais, après le match contre Saint-Etienne? complètement, ouais, parce que comme dit, c'est 18 joueurs et quand on sait que apparemment une personne peut infecter 3 autres personnes, ça fait énormément de cas de contact. Et je pense que ça m'étonnerait même pas en fait qu'il y ait un nouveau cluster d'ici une Oui, semaine. parce que Ça m'étonnerait même pas. les 15 joueurs qui se sont quand même affrontés pendant 90 minutes, Ouais. il n'y a pas plus de. On n'a pas une meilleure illustration de ce qu'est un cas contact là. J'imagine que les mecs ont dû un peu se cracher dessus, Ouais. se Même sur les positionner dessus pendant corners, le match. Ah, Donc, c'est sûr, non, il y une avait fois pas de encore, distanciation physique, hein. Il y avait pas de distanciation physique, sur ce match. je le souhaite vraiment pas. Je le souhaite vraiment pas à Strasbourg. Je le souhaite vraiment pas à Strasbourg parce qu'ils ont déjà bien payé là-dessus en début de saison. Mais aujourd'hui, pour moi, l'hypothèse elle est parfaitement crédible. Et là, on n'est plus dans l'équité sportive, on est dans les notions sanitaires, parce que si Strasbourg a un cluster et passe à travers 3 matchs, enfin, je veux dire, ça bouscule tous les piliers des règles de la compétition, tout ça. D'ailleurs, ouais, Après, ça Si fausse je un peux peu me le classement permettre, aussi. Vas-y, hémoglobine, vas-y. ce qu'on n'a pas l'air de prendre en compte, c'est que, alors j'en ai discuté avec notre ami supporter stéphanois dont j'ai oublié le pseudo, mais qui s'appelle Miguel sur Twitter. C'est que effectivement, Excellent la raccourci. plupart des jeunes joueurs qui ont joué ce match-là de Saint-Etienne se sont entraînés avec les joueurs pros. Donc sans doute Absolument. avant qu'on sache qu'ils étaient positifs. Donc il y a possiblement eu cas contact qui du coup ont rencontré Strasbourg, qui ont croisé le staff de Strasbourg, qui vont sûrement croiser le staff de Lyon, rencontrer Lyon et ainsi de suite, et Strasbourg qui va continuer ses matchs, et ça va faire sûrement une réaction en chaîne, un petit peu l'effet domino du Covid qu'on connaît aujourd'hui, et c'est là que c'est dangereux, là où la LFP aurait dû prendre sa responsabilité et Et on dirait qu'ils réfléchir n'ont un toujours petit pas peu aux compris comment conséquences, quoi. fonctionne ce virus, quoi. Voilà, c'est Bah, terrible. exactement, et c'est ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont vu l'occasion de jouer un match, de continuer entre guillemets le championnat avec un match de bas de tableau finalement, parce qu'on s'affrontait alors qu'on était au coude à coude. Le souci, c'est que ce match, au-delà du fait qu'il aurait pu être reporté, je pense que c'est justement la notion de virus qui est pas prise en compte par la Ligue. Et c'est très dangereux par ces temps-là, justement, de mettre en avant plutôt la nécessité du championnat que la santé des joueurs. Alors moi, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais on a vu qu'au début de saison, le protocole était beaucoup plus resserré que maintenant. Et on voyait des reports de matchs, quasiment 3 matchs à chaque journée, 4 matchs, 5 matchs. Ils ont justement allégé le protocole sanitaire et Dispositif, ouais, le protocole. le dispositif sanitaire pour justement éviter les reports de matchs. Est-ce que justement, ils n'ont pas trouvé un juste milieu? Et malheureusement, il y avait 9 joueurs de Saint-Etienne positifs. Malheureusement, est-ce que c'est pas le jeu de cette saison? Voilà, malheureusement, c'est le jeu, quoi. Faut s'adapter, non? Qu'est-ce que t'en penses, Miguel, toi, l'angle vert? On en discutait un peu là hors antenne. Pour moi, et comme le dit Joss aussi également, là, le débat, il dépasse le cadre sportif. Il peut avoir des incidences. Le fait d'avoir maintenu ce match a des incidences qui vont au-delà du sport. Il y a un règlement qui est mis en place. Effectivement, on peut penser que le règlement français, même s'il a été assoupli en début de saison, il reste quand même extrêmement draconien. Et du coup, ça conduit à ce genre de situation un petit peu atypique où tu te retrouves avec un gardien pour partir en match officiel à Strasbourg et beaucoup de jeunes qui sont montés dans l'équipe première pour pouvoir pallier à ce règlement. Maintenant, c'est vrai que
il avait été mis en place en août. Il était déjà assez difficile. Il a engendré quelques reports. Il a été assoupli après en septembre-octobre. Il en reste pas moins qu'on peut penser qu'il ne respecte pas l'équité sportive. Quand on voit le match de dimanche, effectivement. Mais c'est une règle. Les règles françaises sont peut-être plus draconiennes que celles des autres pays européens. Je suis pas sûr que ce soit aussi draconien ailleurs, quoi. Maintenant, Moi, je crois que la LFP, ils ont surtout flippé quand ils ont mis en place leurs premières règles en août, en voyant effectivement le nombre de cas de ouais, c'est reports que ça. ça entraînait, de se dire on Mm, va pas arriver à organiser la compète. exactement. Il y a l'euro qui arrive, il y a tout ça. Donc on assouplit le nombre de cas pour avoir moins de reports. Tout à fait. Maintenant, où est-ce que tu mets le curseur entre l'organisation des compètes, l'équité sportive et le risque sanitaire? C'est toute la question. Ouais, C'est toute moi la j'ai Déjà, question. pensé, Voilà. Juste, ouais. attends, Moi je juste, je pense que, pense ouais. que attends, avant que tu parles, juste, ça tombe bien que tu parles, parce que j'ai vu sur le chat des messages genre à l'intention de l'hémoglobine va faire la vaisselle, on évite la misogynie, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle peut pas parler de sport, c'est pas la philosophie de Je suis sûr l'émission. qu'elle s'y connaît. t'inquiète pas, Je suis sûr je aussi qu'elle gère connaît mes parfaitement. fans dans le chat. Et en plus, c'est des Strasbourgeois en plus, hein. Je veux pas dire, enfin, je veux pas dénoncer, mais voilà. Bon, Non, non, mais Ça t'inquiète m'étonne pas, il n'y a aucun ça m'étonne souci. même pas. Je, Ça je m'étonne même pas. je défends mes propres, comment dire, Propre couleur. je défends mes Camarade. intérêts de mes propres points. non, mais c'est bon, on parle plus de misogynie dans le chat, soyez sympas, c'est une émission de divertissement, on n'est pas là pour se prendre la tête. Vas-y, si vous voulez dire Alors, quoi. ce que j'allais dire, c'est que je pense que déjà dans la règle, ce qui devrait être pris en compte, c'est notamment les cas dans le staff. Parce que le staff, mine de rien, a contact avec l'effectif normal qui joue, a contact avec les autres membres du staff entre eux, évidemment, et a contact avec l'équipe de réserve. C'est eux qui font un petit peu le transit entre les personnes contaminées. Et c'est eux qui vont aller voir le staff de l'autre équipe et contaminer le plus sûrement l'autre équipe. Donc je pense qu'il est nécessaire que dans leurs règles, en plus des... Je crois que c'est 10 joueurs contaminés, 3 joueurs contaminés au début de la saison. Je pense qu'ils auraient dû prendre en compte aussi les contaminations En fait, la en règle, interne dans les clubs. la vraie règle, c'est qu'à partir du moment où tu as 20 joueurs non C'est 20 contaminés joueurs. dans ton effectif pro, tu dois jouer. Et c'est pour Donc ça que ça s'est maintenu. Ouais, c'est ça que j'avais vu, dont un gardien. Ouais. nous, la barre était à 10 parce qu'on a 30 joueurs pro. Un effectif qui a 27 joueurs pro, s'il a 8 cas positifs, il joue pas. Voilà. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Juste un dernier mot, Jazz, je sais qu'on doit te laisser partir vers 22h10. Un dernier mot sur le derby peut-être de dimanche. Ah, le derby de dimanche. Il est toujours là, le supporter lyonnais? Mais là, il va te répondre. Non, bah, Il est sur son portable, là, mais il s'est réveillé, là. Vas-y. le derby de Ah, dimanche, je un peu live. moi, je rigole. je l'aborde de façon assez sereine. Il va se jouer ce match, il va se jouer dans les mêmes conditions que le match à Strasbourg. Et finalement, les gamins, ils ont montré qu'ils répondaient présents. Je suis pas si sûr qu'il y ait un écart si dingue entre l'équipe qu'on a vue dimanche et l'équipe d'habituels titulaires. Et du coup, l'écart avec le Lyon d'aujourd'hui, il reste fort. Après, c'est un derby. Je pense qu'ils vont le jouer comme un derby, j'espère. La logique voudrait qu'on gagne pas ce match, mais en 2010 non plus, on ne devait pas le gagner le match, on a fini par le gagner. On verra bien. En tout cas, si d'aventure il y avait une bonne surprise dimanche soir vers 23h, alors là, pour le coup, ça serait un marqueur fort dans la saison et ça pourrait la faire peut-être basculer du bon côté. Donc en fait, Tu t'attends à une branlée à un 3-4-0, tu te prépares mentalement un peu. c'est possible que ça arrive, ouais, c'est possible que ça arrive. Faut pas que ça craque trop vite, mais d'un autre côté, quelque part, on n'a rien à perdre. On a 0 point sur le tableau de marche si on regarde le rapport entre les niveaux des deux équipes aujourd'hui. Tout ce qui peut nous arriver, c'est un éventuel bon résultat qui, là, pour le coup, pourrait faire basculer une saison qui, pour l'instant, est quand même toujours un peu sur la tangente. Donc on n'a pas de coup à prendre, on a que des bonnes surprises à attendre. À la limite, c'est plutôt Lyon qui risque d'avoir une forme de pression parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de le perdre ce match. Donc voilà, on l'aborde tranquillement et une fois encore,
Moi, je suis finalement pas tellement pour qu'on le reporte, même si dans ma chronique, j'ai fait un petit mot amusant là-dessus, parce que, parce que même avec l'équipe type, je suis pas sûr que ça changerait fondamentalement la donne. Voilà. Ok. Bah, merci Josh d'avoir été avec nous ce soir, malgré ton De rien. travail. De rien. Merci à vous. Bonne fin d'émission et à bientôt. Et À allez les bientôt Verts. allez, Vert, à bientôt Bonne soirée. pour un prochain passage dans la Sport Academy, peut-être. Ouais, sans problème. À bientôt. Merci, ciao. Salut, ciao. À bientôt, merci. On va parler du derby juste après. Juste, on va finir sur Strasbourg, parce qu'on a 2 supporters de Strasbourg. Est-ce que 1-0 face à une équipe de Saint-Etienne un peu, beaucoup jeune, est-ce que c'était pas un match décevant de la part de votre équipe? Je laisse la Vas-y, laisse la parole à à Jérôme, Lémo, après tu finiras toi, Ariston. la galanterie. Vas-y, on est galant dans cette émission. Ah, vous êtes bien sympa. Alors, je dirais décevant, c'est quand même un peu fort, hein, on dira. Par contre, c'est effectivement une victoire qui a été, bon, on est content d'avoir gagné, mais qui n'a pas été vraiment savourée du côté des supporters strasbourgeois, pour la plupart que je côtoie en tout cas. C'est vrai que on peut quand même noter que l'équipe de Saint-Étienne, même si elle était composée pour la plupart de jeunes, a été assez étonnante, voire même brillante, je trouve. Même si c'est sûr que l'expérience a manqué, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de jouer contre des pros, ils ont quand même montré quelque chose de plutôt technique, je trouve. Ils ont été très présents. Non, honnêtement, 1-0, je trouve ça respectable pour eux. Après, pour nous, c'est vrai que c'est un peu... je dirais pas que je suis triste de cette victoire, parce qu'on n'est jamais triste d'une victoire, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux de la part de notre système, je pense, de la part de l'équipe. Après, au niveau des performances individuelles, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit en bien ou en mal. C'est sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est fait. Hein. On ne peut pas revenir là-dessus. Ça, Voilà, c'est a une belle posteriori. conclusion, ça. C'est une belle Ah, mais- conclusion. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Franchement, Ariston, tu as des choses à rajouter sur, sur le match? En vrai, elle a tout dit, mais je la rejoins sur l'idée que, ouais, franchement, face à une équipe de Saint-Etienne composée uniquement de jeunes, où quasiment tout, enfin, même tous leurs meilleurs joueurs étaient absents, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, sachant qu'en plus on était à domicile. Je trouve que Saint-Etienne, avec leurs jeunes, ils sont venus vraiment avec beaucoup d'envie, beaucoup, je sais pas, de pêche. On voyait qu'ils avaient envie de jouer. Nous, on était là, on n'osait pas trop parce qu'on connaissait pas le profil des joueurs, on n'osait pas trop attaquer. Et vu qu'ils étaient rapides, peut-être que notre équipe, ils voulaient pas s'exposer au contre. Et je pense que ça, nos joueurs ont un peu pris peur de ces jeunes vu qu'ils ne les connaissaient pas et du coup ils se sont dit ouais, on va pas trop attaquer, on va jouer tranquille, tu vois. On était plutôt du genre à jouer un peu derrière comme à notre habitude malheureusement. Même cette saison, c'est vrai que c'est un peu atténué. Je trouve que d'habitude on joue quand même vachement derrière et là c'est ce qui s'est passé alors que au contraire on aurait dû essayer plus de choses justement vu que c'était des jeunes. Je les dénigre pas loin de là, mais je trouve que ce genre de match, t'as pas beaucoup d'opportunités de jouer contre des jeunes comme ça qui n'ont pas vraiment, voire quasiment pas d'expérience, contre des joueurs de nous de chez Strasbourg qui ont vraiment beaucoup d'expérience de Ligue 1. Je trouve que l'entraîneur et les joueurs, ils auraient dû montrer plus d'envie et essayer de nouvelles choses, de nouvelles combinaisons tactiques contre des jeunes comme ça et voilà. Mais D'accord. la victoire, ouais, elle reste importante, même si c'est vrai, elle a raison, on l'a pas vraiment savouré parce que ouais, on est un peu déçu de l'issue du match, même si 1-0 c'est très bien, ça fait 3 points. Mais je trouve que ouais, on aurait pu en mettre Anthony, au un moins petit 2. mot sur Strasbourg? Saint-Etienne? Non, mais pour revenir sur Strasbourg, moi, ce qui m'a déçu, c'est de voir que Strasbourg n'a marqué qu'un but face à une défense avec Alpha Sissoko, qui a le niveau national encore. Oh là là. Madi Camara, défenseur central. Et un autre jeune, Saïd Ousso. Mais je m'attendais vraiment, quand tu vois la compo, je m'attendais vraiment à ce que Ajor qui s'amuse dans cette défense-là. Mais bon, au final, c'est 1-0, c'est bon à prendre, mais un poil déçu parce que je m'attendais vraiment à ce que les attaquants strasbourgeois se régalent. Alors après, si je peux me permettre d'ajouter un mot à l'attention de Saint-Étienne,
Je dirais que, vu ce qu'on a pu, voir, dans ce match, il serait peut-être bon de penser éventuellement à tourner un petit peu plus, au niveau de son effectif parce que, c'est vrai que tu parles de nos attaquants, strasbourgeois, mais c'est vrai que leurs défenseurs ont été très, très bons. Ils ont empêché certaines actions, assez, on va dire entre guillemets «agressives», de la part de Ajorc et Diallo. Donc je pense que, ils ont vraiment pas, démérité sur ce plan-là. Après, c'est vrai que bon, on a nos défauts qui sont, certes des défauts à noter, mais ils ont aussi montré des choses, très, très intéressantes, dont on n'avait pas l'habitude, je pense, par rapport aux équipes qu'on affronte habituellement et auxquelles on est, effectivement un peu plus habitué et qu'on connaît mieux. C'est vrai. C'est sympa, merci l'hémoglobine, hein. Mais de rien. Non, c'est cool. Non, il faut le reconnaître. Après, je sais pas, je la prends la parole si mes copains de Sport Academy le permettent. Vas-y. Moi, Vas-y, je trouve que désolé, j'ai bugué, je suis de retour. t'inquiète, c'est pas grave. Moi, je trouve que, effectivement, on peut trouver, la victoire de Strasbourg un peu étriquée, 1-0. Maintenant, le début de match des Stéphanois, plein de culot, plein d'envie et ils sont ça a certainement déstabilisé les Strasbourgeois puisque ça les a même amenés à changer un petit peu leur système de jeu, à un moment donné. Ils avaient commencé, il me semble, à 2 avec, Ajorc et Diallo et puis à un moment donné, je crois qu'ils ont un peu permuté et laissé le seul Ajorc tout seul devant, il me semble, hein Alors si et si je peux C'est rebondir exactement ça. là-dessus, juste, il me semble que sur les 2-3 derniers matchs, on a vu que Loret, essayait d'utiliser un petit peu le système, évolutif. Donc je pense pas que ce soit vraiment dû, à l'équipe de Saint-Étienne qu'on avait en face de nous. Je pense que c'est, la nouvelle, tactique en gros qu'il essaye d'adopter. Il fait ah évoluer ouais? ses systèmes en cours de match. D'accord. Bah, là, c'était Ouais, bizarre parce que ça j'avais fait semblait pareil être un contre Lens. ajustement quand même, hein et l'idée, c'était pas l'idée, c'est que pour moi, ça a facilité je voulais surtout dire, c'est que ça a facilité le travail des défenseurs stéphanois c'était une charnière centrale inédite, hein. Je suis même pas sûr qu'on la retrouve plus tard, hein. Je suis pas c'est pas garanti. Le petit Saut, il est jeune, c'est vrai, il est inexpérimenté encore, ça se voit. Mais je pense que le fait de changement, peut-être pas forcément improvisé, a conduit à ce qu'il n'y ait que le seul Ajorc devant et que du coup, c'est Camara qui l'a pris en charge puisque c'est notre plus ancien joueur derrière, il a à peine 22 ans, quoi. Et c'est ce qui fait que finalement, ça a mis en confiance peut-être le petit Saut et a fait en sorte que notre défense ait été un peu solide. Mais je trouve que le côté majeur du bon match des Verts, il se trouvait au milieu de terrain. Je pense que notre milieu de terrain, il a été extrêmement complémentaire parce que c'est la formation de la Gambardella et qu'en plus, c'est surtout à ce niveau-là qu'ils ont pas mal gêné les Strasbourgeois. Parce que j'ai pas vu Bellegarde, par exemple, à un niveau auquel je l'avais déjà vu un peu plus haut quand même. À Oulu, je n'ai pas été surpris, mais Bellegarde, pour moi, c'est un bon joueur. Et je ne l'ai pas vu forcément à son aise sur ce match. Après, ça, c'est à vous de me le dire, mais Anthony, t'as donné ton avis sur le match ou pas? Ouais. Ah, c'était intéressant, moi, j'espère. Ouais, t'inquiète pas, c'est pour ça que t'es parti. Ah, j'ai bugué, j'ai eu un problème de connexion, j'ai bugué, donc du coup, j'ai raté ton analyse, je suis très déçu. Bon, c'est pas grave. Ouais, t'as de la connexion. Non, mais je te jure, c'est vrai. Bon, bref. Désolé aux téléspectateurs, aux viewers. Du coup, un dernier mot sur Strasbourg. Qu'est-ce que vous attendez de votre titre dans les prochaines semaines? Ariston et l'hémoglobine. Vas-y, Ariston, on commence. Moi, ce que j'attends, c'est là quoi, si je me trompe pas, on est 13e. Ouais. Je trouve que pour l'instant, cette année, on n'a pas perdu de match encore, on n'a pas encaissé de but, on a gagné nos trois derniers matchs. Et je pense qu'on devrait continuer sur cette lancée parce qu'on a fait je trouve qu'on a fait une mauvaise partie de saison, une mauvaise première partie de saison. Et je trouve que sur la deuxième, les joueurs, ils sont en train un peu de se réveiller et c'est bien, j'ai l'impression qu'ils sont plus motivés à jouer. Et j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. Et on a vu aussi, depuis que Loré a mis le 4-2 ou le 4-2-3-1 en place, je trouve que ça marche beaucoup mieux. Et la paire Diallo à York, elle est incroyable. Avec un bon milieu qui est bien équilibré, Sissoko, Bellegarde à Oulu, je trouve que ça marche nickel. Quelque chose à rajouter, l'hémoglobine? Ben, je dirais que ce que j'attends, c'est, oui, effectivement, des victoires, hein, évidemment. Après, ce que j'attends, c'est aussi de la régularité, puisqu'on connaît
le début de saison du Racing qui a été effectivement en dents de scie où ils enchaînaient victoire puis défaite puis victoire qui a été assez perturbant pour nos nerfs. Après, je pense qu'on est sur une lancée effectivement de régularité et c'est ce que je veux continuer à voir pour l'équipe et puis pour Loré aussi qui a l'air de mieux vivre ces derniers matchs que ceux du début de saison. Ah, je vous ai éteint là. Pardon. Ok. Attends. Bon, bref. Merci à tous en tout cas d'être venus. Merci aux deux Strasbourgeois. De rien. Voilà, merci à vous d'être venus. Merci à Riston, merci à Modiovine. Je sais qu'on les Modiovine demain ou après-demain, c'est ça? Je ne t'ai pas entendu, tu as bugué. J'ai dit on a peut-être une réunion prévue pour la mission demain ou après-demain, c'est ça? Effectivement, après, je sais pas si c'est quelque chose qu'on annonce au public, mais Non, mais effectivement. Ok, Après, ça va. si vous voulez, je peux éventuellement, comme on avait dit, rester pour la question du derby, si vous le souhaitez. Ah, ok, si tu veux rester sur le Ça va derby, venir, il n'y a vas-y. pas de souci. Hein. Ouais, si ça vous Vas-y, dérange comme pas, vous je le vais y souhaitez. aller. Si ça vous dérange pas, faut Vas-y, que je me lève Ariston, tôt. toi, vas-y, merci Ariston, bon courage. Merci en tout cas, merci pour l'invitation. C'est normal, n'hésite pas à revenir, ciao. Plaisir. Sur le derby, on m'a donné la parole à Segadito, t'as pas trop parlé. Est-ce que Lyon n'a pas trop la pression contre un Saint-Etienne diminué dimanche? Est-ce que si vous perdez, c'est pas la honte absolue? Alors déjà, c'est un sujet, je pense, que je maîtrise un peu mieux que que Strasbourg et que la Saint-Etienne. Bah écoute, on a été malheureusement malencontreusement surpris il y a 3 jours contre le FC Metz. Voilà, c'était un match qu'on n'avait pas le droit de perdre. C'était sûrement un match qu'on devait gagner et qu'on aurait sûrement dû gagner. On va pas revenir trop sur l'arbitrage, même si je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit rebondir parce que on nous refuse un but qui est selon moi valable. Et on prend un deuxième but sur lequel il y a une faute assez litigeuse. Alors après, il y a but, il y a but. Écoute, ça s'est fait. On va pas y revenir 15 ans et on va pas pleurer 15 ans. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez dommage. On perd un match comme j'ai dit, on ne doit pas perdre. C'est une faute professionnelle de perdre comme ça. Surtout quand on joue un match par semaine, quand on a des joueurs comme ça. Je pense que beaucoup de joueurs ont été en dessous. Je pense c'est un peu toujours les mêmes, même si Léo Dubois a pourtant été pas mauvais. Mais Mattia de Siglio, c'était pas trop ça. Oussama Aouar, quand il rentre, c'est pas trop ça. On se rend compte que Karl Toko Ekambi, à un moment donné, il fait toujours un peu trop la même chose. À un moment donné, ça devient prévisible. Et on se rend compte qu'après, on n'a pas vraiment d'autres profils comme ça. Et quand je te parle de prévisibilité, c'est vrai que ça commence à devenir le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que ça fait 15 matchs qu'on a le même dispositif, ça fait 15 matchs qu'on a la même tactique, qu'on joue les contres, qu'on joue sur les appels de nos attaquants. Et on se rend compte que petit à petit, ça fait 3 matchs que ça commence un peu à rouiller, que ça marche plus trop bien. Et la preuve, depuis la deuxième mi-temps contre le RC Lens où on perd 2-0 sur cette deuxième mi-temps, ou 2-1, je sais, non, où on fait 2-2 sur la deuxième mi-temps, parce qu'il y avait un 0 à la mi-temps. Mais ouais, et puis depuis cette période-là, on s'est éteint. Contre Rennes, on se fait bouffer de A à Z et on égalise, certes avec du caractère, mais on a joué que 3 minutes sur 95, donc c'est pas forcément trop à notre avantage. Et puis on se rend compte que on n'a pas forcément trop mal joué contre Metz. Mais quand Kadewere tire au-dessus, quand Toko Ekambi tire au-dessus, quand Slimani fait les mauvais choix alors que simplement il doit tirer au but, trop de mauvais choix, trop de cafouillage devant le but, et puis derrière on se fait punir. Alors pas contre le cours du jeu, parce que Metz méritait quand même méritait quand même quelque chose, méritait de marquer, parce que juste avant qu'il marque, il tire sur la transversale d'une superbe frappe qui aurait mérité d'être au fond. Mais voilà, je pense que c'est une grosse faute professionnelle. J'espère qu'on va va vite se relever. Le match contre Saint-Etienne, le derby, ça va être très important. Ça me rassure quelque part que le prochain match soit le derby, parce que j'espère que ça va nous revirer, ou je saurais pas le dire, je m'embarque dans un mot qui... Revigorer.
Vas-y. Rodrigo, ouais, Vas-y. c'est vraiment Ouais, le du mot coup, qui a stoppé t'espères mon que ça élan. va. Ouais, bah, Je bug. on va arrêter Vas-y, avec ce mot. vas-y. Mais en tout cas, j'espère qu'on va aller mieux après ce match et qu'on va se donner et qu'on va se donner à 200%. On en a parlé juste avant. Saint-Etienne est décimé. Je ne sais pas si tout le monde sera revenu, mais je pense qu'il y en aura. Il y en aura quelques-uns qui seront quand même revenus. J'en suis pas sûr quand je dis ça, mais je pense. Mais cela dit, ça reste un Saint-Etienne qui, déjà, avec son équipe de base, est inférieur à l'Olympique Lyonnais. Mais alors, si en plus on leur enlève certains joueurs qui sont censés être un peu au-dessus du lot, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de perdre. Voilà. Même que ce soit en derby normal, on n'a pas le droit de le perdre. Donc, Justement, j'essaie de m'en Anthony tenir. il va nous faire l'inventaire des retours de blessures, des retours, il s'y connaît très bien. Retour Covid, théoriquement, il n'y aura que Colo Djejak. Mm. Peut-être déjà Claude ça. Puel sur le banc, mais c'est pas sûr du tout. Et puis en termes de blessures, Claude Puel a annoncé que aujourd'hui, si je me trompe pas, que Neyous sera sûrement là. Et Kazri pourrait peut-être, mais ça va être un peu juste pour le voir sur le terrain dimanche. Kazri, Si je me trompe pas, normalement c'est ça. tu n'as pas joué depuis 2 mois, tu as pris 25 kilos entre les 2 mois, du coup. C'est ça que tu me. Ouais, non, mais c'est toujours plus fort que Crasso. Hein. Oui. C'est pas faux. Un petit avis sur le derby, Miguel, l'angle vert. Ouais. Ouais, c'est clair que, comme on le disait, c'est à effectif complet. L'OL reste quand même devant. Et après, si on regarde, l'OL, c'est quand même à la lutte avec Lille et le Paris Saint-Germain cette saison. Ça restait sur une série de matchs victorieuses de 17 matchs sans défaite depuis septembre, un truc comme ça. Ok. Là, s'il y a un message à voir, c'est que apparemment ils sont encore capables de petits trous d'air. C'est quelque chose qui leur a déjà arrivé par le passé. Et Metz qui est forcément une équipe très très enquiquinante, je pense, à jouer. Elle ne fait Et pas que en kikinante, que ce soit aussi leur joueur ou leur entraîneur qui voilà, je suis pas du genre à cracher sur les gens, mais Antonetti, c'est une sacrée pourriture. Voilà, et c'est pas tu peux pas dire ça. c'est pas que l'on est contre nous. Non, Stéphanois. Écoute, C'est un ancien coach stéphanois, tu peux pas dire ça. Ouais, je s'il y le a connais. non, mais je te le dis parce qu'il y Je a rigole. des gens qui le connaissent bien, qui me l'ont dit aussi. Donc, Ah ouais, on en parlait avec un pote il y a même cet après-midi. Ça reste un Corse, ça reste un mec capable de coups de sang de ouf. Et ouais, même si on a vu qu'il s'était aimé parce que bon, il lui est arrivé des événements malheureux, ça reste oui, quand même un Corse. Donc le gars, perdu sa femme. voilà, il peut pas changer complètement là-dessus. Mais j'avoue quoi, c'est chaud quand il est à fond. Mais juste, s'il y a des supporters de Metz, on s'excuse, on les embrasse. non, mais Hein. il n'y a pas à s'excuser. Écoute, il y a des choses qui sont vraies. C'est pars vrai, du principe mais que je dois être franc. Je peux pas dire des choses qui sont pas vraies. Après, Antonetti reste un très bon entraîneur qui permet à Metz voilà, de ouais, faire c'est ça. un jeu C'est ça. plutôt séduisant. J'étais assez Il faut pas surpris que oublier. Metz joue comme ça, sachant que c'est un petit budget quand même de notre Ligue 1. C'était plutôt pas mal. En plus, Farid Boulaya, c'est plutôt pas mal non plus. Et je pense qu'il mérite plus gros que Metz. Encore une fois, je tacle le FC Metz, je suis désolé en disant ça. Mais Ça continue. Hein. Tu je as pense déjà que défoncé, c'est bon. Vas-y. c'était pas prévu. Je tiens à faire remarquer à nos auditeurs que moi, je ne participe pas au débat. Hein, parce que je pense qu'il y a conflit Tu veux dire par d'intérêts là sur ouais. l'objectivité. Voilà, Ah d'accord, ok. Tu cautionnes pas, d'accord. Tu te mouilles pas trop, Moglioblin. Hein. Sur la question de Metz, j'évite quand même. Ouais, c'est clair. On comprend. Il y a l'humain et il y a l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un très bon entraîneur. L'humain, en revanche, c'est. Je ne le montrerai pas parce que c'est pas quelqu'un de bien. Qu'est-ce qui te dérange chez l'humain, genre? Moi, je connais pas Ses trop. déclarations, sa façon d'être, enfin, pas sa caricature, mais ce qu'il dégage en fait. C'est-à-dire ce qu'il a dit à Lopez, ce qu'il a dit à Cardinal la dernière fois au dernier match pour rien. J'aime pas l'homme en fait, j'aime pas l'homme et je suis pas le seul à dire ça. C'est quelqu'un qui arrive à menacer les gens, à souhaiter le mal aux gens alors que c'est pas forcément. Il s'emporte. Franchement, ce sont des coups de sang. Pour connaître des Corses et des Basques, sont vraiment des coups de sang.
Après, quand on prend le mec à part et au calme, je suis pas sûr qu'il soit réellement ce personnage. Bah écoute, Honnêtement, mais il j'ai a des jamais coups de vu sang, voilà. Antelotti sympa sur un terrain. Après l'homme doit être sympathique. Je te parle. Ouais. Enfin non, je suis même pas sûr, tu vois. Mais Après, regarde, moi, si on prend un autre parallèle, il y a d'autres entraîneurs comme ça qui ont un délit et de faciès et de comportement. Mais, Qui ça? j'en suis persuadé. mais je veux J'en pas suis nommer persuadé. de nom d'entraîneur, il faut pas. Si, donne des Mais noms, on s'en fout. Hein. arrête. Vas-y, donne des noms. Je vais dire Donne par des noms, exemple, c'est regarde, bon. Dakarian. Dire ça, Ah rien. oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on découvre qu'il y a aussi un bon entraîneur derrière, mais il a forcément aussi des casseroles derrière lui, quoi. Et il a par moments eu certaines attitudes ou comportements qui pouvaient laisser penser que voilà, c'était pas un mec Ouais. cool, quoi. Tu vois, et Bon, il a ben. réussi. C'est pour ça. Je pense qu'Antonetti, effectivement, il a pas mal de déclarations ou de casseroles derrière lui sur le sujet. Et les dernières sur Cardinal sont pas mal, j'avoue. J'avoue qu'il est encore très Ben, fort. ouais, bah, Et j'avais bon, je pas du disais, tout. Vas-y, ouais, vas-y. je disais que Vas-y, donc vas-y. Metz, c'est une équipe qui joue aussi un peu au football. Elle ne sait pas que défendre. Et c'est un petit Ah, indicateur sur excellent. le fait que Lyon peut avoir quelques failles. Alors, si nous, on devait avoir un espoir, c'est donner tout ce qu'on a pu donner face à Strasbourg en termes d'investissement, de collectif. Et après, voilà, on verra bien ce qui se passera. Il ne faut pas qu'on ait de regrets. Là, les gamins, l'avantage, c'est que c'est l'équipe un peu Gambardella qu'on a. Donc c'est vrai qu'ils ont une grosse complémentarité. Et quand Joss il disait, je ne sais pas si l'effectif complet ferait mieux, ben c'est pas forcément faux. On va perdre beaucoup de nos joueurs majeurs là sur ce match-là, mais finalement les gamins là, ils sont tous soudés et remontés comme des coucous. Donc après on verra bien, hein. Mais dans la Là, logique des Ouais. choses, honnêtement, j'ai beaucoup plus peur de jouer contre une AS Saint-Etienne qui a un peu fragilisé, fragmenté avec des jeunes qui ont pour certains 17 ans, 18 ans et qui remplacent des cadres du vestiaire, quoique des cadres du vestiaire de la Saint-Etienne, je suis désolé, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. C'est pas intact, mais c'est juste un constat sur cette saison. Voilà, on l'a vu à la première rencontre cette saison, c'était assez serré. Vous Mm. n'avez pas démérité du tout. non. C'était même sur la première mi-temps, vous nous avez dominé et je me suis arraché pas mal de cheveux parce que je comprenais pas ce qui se passait. Mais voilà, je pense que c'est une chance aussi. Enfin, une chance, non, parce que c'est quand même une maladie, mais c'est peut-être pas un avantage parce que c'est pas un c'est compliqué de vous trouver un point positif, je vous avoue. Mais Vas-y. J'aime bien. Tu sais ce que j'apprécie, c'est que tu essayes voilà, d'arrondir les angles. C'est sympa. C'est pas mal. Voilà. Alors, on sait très non, bien, on sait très bien, vous avez déjà donné 3-0, quoi. On sait très bien. Après, il non, reste bien parce que les surprises un peuvent derby, c'est un arriver. derby. Non, je Un rigole. derby, c'est un derby. Quand tu rentres sur le terrain, tu as beau avoir des U14, des U15, peut-être pas quand même, mais Non. c'est un derby, c'est-à-dire tout le monde est au même niveau. Tu l'as vu au match aller, sur les 45 premières minutes, l'AS Saint-Etienne, ils avaient beau avoir une équipe, j'en connaissais pas un seul, ils étaient plus forts que nous. Plus forts que nous. Alors après, la tendance s'est inversée. Je pense que Saint-Etienne a été un peu en sur-régime et c'est normal parce que comme je te dis, c'est le derby, Non. c'est-à-dire que tous les joueurs se donnent à fond. Et je Mm. pense que Lyon ne s'était pas donné à fond quand même. Mais je- Mm. voilà, je pense qu'il va y avoir une énergie très grosse du côté de Saint-Etienne qu'il n'y aurait sûrement pas eu s'il n'y avait pas eu autant d'absents. Et Ouais, c'est pour ça que. je pense qu'il y a quelque chose à faire. Alors, je pense pas que votre code sur BetClick soit à 1,5, mais je Ouais. pense, je pense qu'il y a au moins quelque chose à faire. Et quand je dis au moins, je pense que vous pouvez arracher un nul. Et un nul, ça serait une très mauvaise opération pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'on resterait Ouais, sur c'est 3 sûr. matchs, sur 3 matchs en victoire. Surtout, ouais, après l'enchaînement juste après Metz, Ah, ça aurait Alors un moi, peu j'aimerais bien, dévastateur. j'aimerais bien Juste qui me avoir fait peur. Vas-y, Anthony, vas-y. Moi, juste ce qui me fait peur côté stéphanois, c'est l'attaque. Parce que, bon, déjà, dans l'effectif de base, t'as pas d'attaquant. En tout cas, capable de marquer, t'en as pas. Ça te rassaut. Casery, ouais, je vais. Casery, t'es pas sûr à 100% qu'il soit là et tu sais pas comment il va être physiquement. Si c'est Crasso qui joue 90 minutes contre Lyon, bah, il y aura pas de but, hein. En tout cas pas de lui. Non. Et je suis désolé pour lui, hein, mais voilà.
Bon, tu as des très bons joueurs de couloir, des joueurs comme Aouchiche, c'est des super joueurs, mais offensivement, tu as quand même un manque au poste de numéro 9, et je vois pas actuellement, je peux me tromper, mais je vois pas actuellement le joueur qui peut t'amener ce supplément d'âme en attaque. Ça aurait dû être Riyad Boudbouz, mais bon, quand on a vu sa performance à Strasbourg, on peut largement en douter. Juste, moi, j'aimerais bien avoir l'analyse de l'hémoglobine sur le derby de dimanche. Alors, bah, tout simplement, bon, je regarde ça, comment dire, ce sera un avis d'un œil un petit peu distant. Ce que je dirais, c'est qu'en fonction de ce qu'on a vu au match de Saint-Étienne contre Strasbourg, je pense que effectivement l'équipe, si elle reste avec cet effectif-là qu'on a entreaperçu, on va dire, qu'on a découvert en tout cas, je pense qu'il y a moyen de faire un très joli match. Après, Lyon reste l'équipe qu'elle est, avec sa grande histoire et ses grands moments de gloire qu'on lui connaît et qu'on retient, bien sûr. Je ne sais pas quelle peut être l'issue du match avec une telle configuration. Après, c'est sûr que bah, ça reste un derby avec toute l'histoire, avec toute la rivalité qu'il y a entre les deux équipes et qui peut mener à un match très surprenant. Puisqu'on sait que bah, ce genre de rivalité a tendance à porter les équipes et à les porter parfois à des sommets qu'on n'imagine pas. Et on le voit notamment dans certains matchs Strasbourg-Metz pour chez nous, où effectivement il y a des joueurs qui se révèlent sous la pression, qui effectivement, avec tout l'engouement que ça entraîne, se dévoilent une nouvelle facette de leur jeu, qui parfois réservent leur technique pour ce genre de match-là. Et je pense qu'avec les bribes de performances individuelles et collectives qu'on a vues chez Saint-Étienne dimanche, il peut y avoir quelque chose de très joli qui soit mis en place, hein. Oui. Juste un petit pronostic, chacun d'entre vous, pour finir le débat, un petit pronostic sur le match de dimanche soir. On va commencer par Anthony. En vrai, j'ai beaucoup de mal à te donner un pronostic. En étant réaliste, je pense que Lyon va l'emporter. Mais en fait, voilà, vu l'effectif de Saint-Étienne, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. En fait, c'est trop compliqué de donner un pronostic avec une équipe, on sait même pas à quoi elle va ressembler, on sait même pas qui sera là, qui sera pas là. Alors que Lyon, t'as plein de certitudes, tu sais qui va jouer. Il peut y avoir du coaching, mais globalement, tu sais qui c'est qui va jouer. Surtout Jérémy Garcia. Et je vais partir plutôt du côté de Lyon avec la réserve du match nul qui peut quand même arriver. Vas-y, un petit pronostic. Alors, vas-y, c'est déjà dit toi, un petit pronostic, toi. Alors, faut savoir que sur une quinzaine de paris sur Betclic, j'en ai gagné aucun. Donc, je pense que ça peut être, ça peut être un peu d'espoir pour notre ami stéphanois. Bon, si je peux faire un pari, entre guillemets, sur demi-temps, je pense que sur les 45 premières minutes, Saint-Étienne et Lyon vont se neutraliser. Donc, je vois 0-0 sur la première mi-temps. Mais en revanche, sur la seconde, je pense que ça va y aller. Je dis 3-0 pour un Pistonnais. 3-0 pour un Pistonnais. On va demander maintenant à l'angle vert, Miguel. On finira par l'hémoglobine, honneur aux dames pour la fin. Vas-y, Miguel, toi, un petit pronostic. Ouais, je pense que s'en tirer avec une défaite honorable à 2-0, ce serait pas mal. Mais effectivement, j'ai peur qu'il y ait une très grosse entame stéphanoise, qu'il y ait effectivement une parité après une mi-temps et qu'après, s'il nous reste encore du jus, effectivement, il faudra qu'on résiste jusqu'au bout. J'aimerais bien un petit nul avec un match de fou et si ce n'est 30 000 sauvetages devant les cages et qu'on tienne, mais j'ai du mal à y croire. Pas de J'ai du bus, mal à y hein, croire, pas de même bus, pas de si. bus. Ouais. Ah, écoute, je pense que connaissant Claude Puel, il va y aller au panache. Oh non. Il va y aller au panache, à mon avis. Donc, il va remonter les jeunes comme des Et du coucous. coup, Du coup, tous j'aimerais bien devant un les match buts, nul. c'est Mais... ça? Ouais, non, je Tous pense qu'il va devant les jouer. buts. Hein. À mon avis, il va jouer. Hein. Il est assez fou pour ça, hein, ce bonhomme. À mon avis, il est assez fou pour y aller.
On Mais espère voilà. pour vous la meilleure défense, c'est l'attaque, hein, après tout. Bon, bref. Effectivement, et je pense que tant qu'on La- pourra peut-être que Enfin, Lyon c'est va être l'attaque, grippé un c'est peu ou l'attaque. peut-être que Lyon est grippé et que si on leur met un petit peu de doute dans la tête, ça peut passer, quoi. Mais Attends, Anthony a dit un truc, m'a pas entendu. Je dis, ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais C'est pas celle clair. de Crasso. Ah non, Pas moi peut-être c'est que- clair parce que que- on va enlever tous les gars en haut en fait. Il y a Sissoko, Crasso. On aura peut-être plus de Ouais, chance sans ces deux-là déjà. J'oserais ouais, de pas toute façon, dire So, mais ouais. voilà. Ouais. Ok. Là, du coup, on attend le moment que tout le monde attend, le pronostic de l'hémoglobine sur le derby de dimanche. Tintintin. Quelle pression, c'est incroyable. Vas-y. Attends, là, les gens, ils vont t'écouter dans le chat, ils vont aller parier ce que tu as dit, ils vont mettre de l'argent sur ton pronostic, attention. C'est clair. Non, il y a une Vas-y. chute d'audience là. Moi je suis déjà sur Je BetClick. suis dedans, là. On va peut-être Ça pas lui donner la risque. parole alors. Non, je rigole. Ah bah merci. Bon bah merci de m'avoir reçu, au revoir. Non, vas-y. Ça risque d'être compliqué de parier sur mon pronostic puisque j'ai pas de pronostic à poser de façon tranchée. Je dirais qu'avec une équipe normalement formée du côté de Saint-Étienne, on aurait pu éventuellement se positionner, pardon, mais Ouais. qu'avec une telle équipe qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer tant ensemble que face à une équipe comme Lyon, comment dire, ça rend le pronostic compliqué. Après, je pense que ayant vu un petit peu ce que peut faire l'équipe, comme je disais sur la question précédente, il peut y avoir de très jolies choses. Si Lyon, en plus, est un petit peu, on va dire, déstabilisé de voir une telle équipe, on peut avoir peut-être éventuellement une surprise. Après, c'est vrai que Saint-Étienne, et je veux pas, comment dire, blesser nos, nos amis stéphanois. Vas-y, ils ont l'habitude. T'inquiète, mon Philippe. T'inquiète. Ben, c'est vrai qu'ils sont actuellement au bas du tableau. Ils sont sur une période assez compliquée pour eux, je pense. Donc, mais toujours avec l'effectif normal. Donc aujourd'hui, avec un effectif un petit peu surprise, je dirais qu'on peut s'attendre, s'ils ont en tout cas la même envie et la même agressivité, entre guillemets, bonne agressivité toujours, hein, s'ils ont la bonne agressivité, comme je disais, envers Lyon, on peut s'attendre éventuellement à quelques buts marqués. Donc je tablerai bien sûr sur une victoire de Lyon du point de vue réaliste. Après, c'est vrai que j'espère pour Saint-Étienne quand même une victoire pour eux, quelque part au fond de mon cœur, on dira comme ça. Ah, c'est gentil, c'est Ça leur cool. ferait plaisir. Et puis Je le Lyon, savais. on n'a pas vraiment besoin Non, en c'est fait, clair. de cette victoire. Ils ont pas Non du mais tout besoin de d'accord, ça. on a toujours besoin de points, c'est vrai, mais bon, pour ne serait-ce que pour comment dire, le moral de ces jeunes joueurs et pour leur donner un petit peu confiance, ce serait c'est bien bien la qu'il y pitié. ait quelques... Oh, Oh, mais pas du tout. là là. Ce serait bien qu'il y ait quand même quelques buts marqués et je pense que Lyon, si quoi. on permet l'expression, c'est pas déconnant d'imaginer au moins un but qui soit placé au moins en première mi-temps, puisqu'on arrive toujours avec un petit peu plus d'envie qu'en seconde période. Ouais, je résume son pronostic, c'est 4-1 pour Lyon. Allez, c'est bon. Alors, peut-être pas 4, je dirais, parce que Lyon est fatigué, C'est je bon. trouve, en ce moment. Je les ai connus dans leur très très grande période avec les très grands Ouais. joueurs. J'ai suivi Alors, pleurer, leur... bah, c'est beaucoup d'émotions pour moi Attends, aussi, c'est bon. hein. J'ai suivi leurs très grands faits. Donc, je vois l'équipe qu'ils ont aujourd'hui qui n'est plus du tout la même, évidemment, parce qu'il y en a quand même qui sont partis en retraite au bout d'un moment. Mais c'est vrai que l'équipe, bon, au-delà du fait d'être
comment dire, d'être changée, elle est un petit peu fatiguée par rapport à ce qu'on lui connaît. Donc pourquoi pas aller un 3-1 pour Lyon. Ah, mais j'étais pas très loin alors. Mais ok, Ouais, mais 3 pour 4, c'est un peu, voilà, un peu Tout Ah, ça présomptueux. pour dire que Lyon va gagner. Non, mais attends. Ah, Lyon va gagner, donc mettez 100 € sur Lyon et vous allez gagner, voilà, vous allez gagner votre pari. Voilà. Oui, mais pensez au but de Saint-Étienne quand même. Moi, je dirais victoire de Lyon et un but des deux équipes. Au moins un but des deux équipes. Moi, voilà, je partirai sur ce pari-là. Voilà. Voilà. Bon, bref. Bon, bah, merci à vous, merci Cégalito, merci l'Angle Vert et merci les mots Globine d'être passé ce soir dans l'émission. Avec plaisir. Merci à Merci à vous vous. surtout de nous Ouais. avoir De donné rien. le temps de En plus, parole. t'as eu un grand succès dans le chat des mots Globine, donc voilà. Ouais, j'ai ma fanbase Twitter C'est ça, qui est ouais, c'est présente ça. également sur Twitch. Bien sûr. Bon, merci à vous en tout cas. Bonne soirée. Je vous Merci. Bonne remercie. soirée. Bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon. Anthony, tu m'entends? Bah oui, je t'entends. Faut te réveiller un peu. Hein. Je suis réveillé, je suis pleinement là. Qu'est-ce que tu me parles? Non, mais bon. Non, mais je te dis, bon, on va passer au tennis. Allez, c'est parti. Il veut passer au tennis et il part. Bon, du coup, on va accueillir nos invités tennis. Et pour le Je suis Open pas- d'Australie. je suis de retour. Bonjour. On va passer au tennis, du coup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Attendez, je peux monter tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend? Très bien. Ah. On va présenter nos invités. On a 3 invités tennis. On est un peu en retard, on s'excuse. On avait dit 22h30, il est 22h45, excusez-nous. Alors, on a Stephen qui est venu souvent l'année dernière et qui revient cette année dans l'émission. Bonsoir Stephen. Bonsoir. Ça va? Bonne année? Bonne année, bonne santé. Donc, merci de revenir en tout cas. On a Julien Cargonou qui a aussi du travail chez Tennis Breaking News comme Stephen. Bonsoir Julien. C'est ça, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est normal, merci à toi d'être venu. Et on a Mathieu qui se cache derrière le compte Twitter Prise Marteau. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Je me cache pas vraiment, mon nom est inscrit sur le compte. Non, mais c'était une expression, voilà. J'avais compris, rassure-toi. Non, je rigole. Merci Mathieu en tout cas d'être ici. De rien, merci à vous pour l'invitation. Du coup, on va vous faire un peu de la publicité pour vos comptes Twitter. Mathieu, c'est Prise Marteau, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, toi, t'as 10 000 abonnés. Toi, t'as du succès sur Twitter, toi. Parce que je suis plus vieux, ça fait longtemps que j'y suis, je crois, depuis 2013 déjà. Quelque chose comme ça. 17 ans. 2013 ou 2014. Ah ouais. Ouais, donc oui, c'est bien. Et on a Stephen. Stephen, c'est quoi ton compte Twitter, toi? SG Lockwood. SG Lockwood, oui, tu travailles sur Tennis Breaking News. Et on a Julien Cargonou. Et son compte Twitter, c'est ton nom, en fait. Ouais, c'est mon nom. Julien Cargonou, on me trouve directement. C'est ça. Bien sûr. N'hésitez pas à aller suivre, c'est des spécialistes du tennis. Donc, on va parler du tennis. Donc, on va parler de l'Open d'Australie, qui n'a pas encore débuté, mais qui fait déjà beaucoup parler de lui. L'Open d'Australie qui recommence le 15 février. Mais là, les joueurs ils sont en quarantaine en Australie. Le 8 février, ouais. C'est ça, ouais. Le 8 février. Oui, c'est la 12e semaine, le 15, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé. Aucun problème. Ok, donc du coup, là, je ne me trompe pas. La première phrase, il est 23h. Bref. Donc, du coup, les joueurs, ils sont en 14e. Du coup, depuis lundi, si je ne me trompe pas, depuis quand ils sont en 14e? Depuis le 15, il me semble. Depuis le 15 jusqu'au 30. Et du coup, ce tournoi, il fait beaucoup parler parce que il y a des jeux il y a eu des cas en fait, de base, la 14e, c'était 14 jours et 5 heures de permission de sortie par jour pour aller s'entraîner. Mais depuis le début de la semaine et la fin de la semaine dernière, on a vu que 72 joueurs avaient été cas contact dans leur avion pour venir à Melbourne. Et ces joueurs-là, ils ont une quatorzaine très stricte de 14 jours sans sortir de leur chambre. Voilà.
Et en plus de ça, il y a environ 8 joueurs, Djokovic, Nadal, Thiem, Williams, Osaka et Alep, il me semble, qui sont en quarantaine à Adélaïde, hors de l'état de Melbourne. Et ils ont une quarantaine en quelque sorte aménagée. Ils peuvent aller s'entraîner dans une salle de sport. Ils sont pas dans des chambres, ils sont dans une grande bulle, voilà. Donc, le débat qu'on voulait se poser, le sujet qu'on voulait se poser ce soir, c'est est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement annuler la tournée australienne, parce qu'au vu des conditions qui sont vachement inégales entre les joueurs, est-ce que tout simplement cette tournée australienne n'est pas en train de devenir un fiasco? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stephen, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord avec le constat sur le fait qu'il aurait fallu ne pas tenir de tournée australienne. On le voit aujourd'hui avec ce que tu viens de dire, le différentiel de préparation. Déjà entre ceux qui sont en quarantaine et sont en quarantaine pendant et ceux qui sont effectivement dans cette bulle d'Adélaïde, qui bénéficient, on va dire, de conditions d'entraînement, qui ont tout leur staff. Enfin, certains joueurs sont venus avec 10 personnes quand même. Hein. C'est quand même pas la même, on va dire, que ceux qui sont dans la bulle de Melbourne, voilà, qui sont dans des conditions avec une seule personne de leur staff. Voilà, donc, mais au début, en fait, ça a été construit un peu bizarrement, en fait, c'est qu'ils étaient au max au niveau quarantaine à Melbourne. Donc, il fallait créer une deuxième bulle, donc ils ont négocié avec la région d'Adélaïde pour accueillir une 50aine de personnes. Mais la région, en fait, a voulu une contrepartie pour prendre ce risque. Et donc, la monnaie d'échange, c'était des matchs d'exhibition, donc ils ont accueilli là. Sauf qu'effectivement, on a des conditions de quarantaine qui sont les mêmes, et on a une situation qui est totalement inéquitable et qui, voilà, qui forcément est injuste vis-à-vis des autres, mais je n'ai pas l'impression, en tout cas, beaucoup de mouvements de protestation, ou alors sont relativement timides, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien ou Mathieu? Bah ouais, moi je suis d'accord avec Stéphane concernant. Ça commençait très mal parce que la première chose qui a été annoncée quand on commence à parler de l'Open d'Australie, enfin des tout premiers trucs annoncés, c'était la bulle à Adélaïde. Du coup, forcément, ça commence à faire agir pas mal de personnes. Mais c'est vrai que, comme le dit Stéphane, il y a très peu de joueurs qui sont montés au créneau et qui se sont plaints de ça. Il y a très très légèrement Wawrinka qui a fait un tweet un peu moqueur en répondant à Eric Sayo sur Twitter, pour ceux qui connaissent, qui répondait à un tweet du coup d'Eric Sayo qui présentait les mesures que voulait prendre Djokovic pour que ça se passe mieux pour les joueurs en quarantaine à Melbourne. Et il a répondu que c'était facile à dire d'Adélaïde, mais hormis Wawrinka, c'est vrai que j'ai vu très peu de joueurs monter au créneau et se plaindre du coup de cette bulle qui est effectivement très favorable à ces joueurs. Et du coup, je tiens aussi à préciser, parce que tu l'as pas dit au début, il y a Djokovic, Thiem, Nadal, les sœurs Williams, Barty, Alep et Osaka, et ils sont tous aussi venus avec un partenaire d'entraînement. C'est ça, ils ont un staff beaucoup plus fourni que les joueurs qui sont à Melbourne, c'est ça? Du coup, il y a d'autres joueurs, par exemple, avec Djokovic, il y a Krajinovic, avec Nadal, il y a Sinner, avec Thiem, il y a l'Autrichien Denis Novak. Denis Novak. Voilà. Du coup, c'est sûr que pour tout cela, c'est pas du tout égalitaire vis-à-vis des autres qui sont à Melbourne. Surtout qu'on a vu un peu l'hypocrisie de Djokovic qui a voulu prendre des mesures pour se jeter à Melbourne tout en étant à Adélaïde. Il s'est heurté à un non catégorique du gouverneur de Melbourne qui lui a dit non. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, Mathieu, de cette inégalité? L'équité sportive, c'est presque un débat philosophique. Il y en a qui vont dire que oui, c'est complètement inégalitaire parce que les meilleurs, là, ont un avantage, Djokovic, Nadal, Alep, Serena et j'en oublie, par rapport aux autres dans la préparation. Mais il y a une autre école aussi qui vont vous dire, oui, mais eux, ils sont arrivés au début de leur carrière, ils n'avaient pas d'avantage, ils ont gagné cet avantage en progressant, en devenant meilleurs, et ils ont cet avantage maintenant à ce moment-là de leur carrière parce qu'ils ont grandi. C'était un peu le même débat qu'il y avait eu une polémique, je ne sais plus, 2 ans ou 1 an sur Federer qui jouait tout le temps en night session à l'Open d'Australie.
Et il y avait une explication, le Greg Taylor disait que c'était parce que c'était là qu'il y avait les meilleures audiences, qu'il fallait faire venir du monde au stade, et que Federer était la personne qui faisait venir du monde au stade. Donc il y en a qui trouvaient ça injuste, parce qu'il jouait dans des températures fraîches, alors que les autres cramaient sur le court la journée. Et il y en a qui disaient oui, mais il l'a gagné ça au fur et à mesure de sa carrière. Donc c'est presque un débat philosophique. Il y en a qui vont trouver que c'est totalement injuste et d'autres trouver que c'est mérité pour ceux qui ont progressé au fil de leur carrière. Moi, j'ai pas spécialement d'avis particulier. Je pense qu'on est dans une situation particulière et que de toute façon, il faut s'adapter. Et que je crois qu'en Australie, et particulièrement dans l'état de Victoria, où il y a le tournoi de l'Open d'Australie, il y avait très peu de cas de Covid. Et donc, il y a une grosse pression là-bas, populaire, entre guillemets, mais il ne faut pas que le tournoi, les directeurs du tournoi, ils prennent toutes les mesures possibles pour ne pas être l'élément qui a ramené encore le Covid en Australie. Ils ne veulent surtout pas de ça. Ils ne veulent prendre aucun risque avec ça, comme il y a eu avec l'Adria Tour quand ça avait explosé, qu'il y a eu plein de cas après en Serbie, etc. C'est ça, on rappelle que juste avant de donner la parole, on rappelle qu'à Melbourne, ils ont fait un confinement très strict de 2 à 3 mois. Donc maintenant, il n'y a plus aucun cas de Covid dans l'État. C'est pour ça qu'ils imposent cette quatorzaine aux joueurs pour pas que ça reprenne. Et que à Melbourne, dans l'État de Victoria, les gens ils vivent quasi normalement. Les bars, restaurants sont ouverts. Voilà. C'est pour ça que les organisateurs ils ont une pression énorme. Comme il disait Mathieu, s'ils ramènent le Covid dans l'état de Melbourne, ben, ils vont se heurter à la population qui va être très mécontente. Voilà. Mais juste, j'ai une question, du coup, c'est philosophique, voilà, le débat sur l'égalité et tout, mais les joueurs, les 72 joueurs qui ont été cas contact dans un avion, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un avion où vous avez une personne positive. Donc, du coup, ils sont en 14e strict, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Est-ce que ils vont pouvoir sortir de leur chambre vers le 30 janvier? Est-ce que, au vu à une semaine d'un grand chelem, on peut se permettre de ne pas s'entraîner pendant 2 semaines? On me rappelle que dans ces joueurs, il y a Azarenka, il y a Nishikori, il y a Stephens, il y a, j'ai noté, il y a Azarenka, Stephens, il y a Andreescu, et il y a Kerber notamment. Est-ce que pour vous, ne pas s'entraîner pendant 2 semaines, c'est quasiment, ça leur défait leur préparation d'avant-saison, s'ils ont dû s'entraîner avant la saison, ça leur fait passer complètement à côté de l'Open d'Australie, non? Selon vous, Julien, qu'est-ce que tu en penses de ça? Si ça leur fait passer complètement assurément de l'Open d'Australie, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas les aider. Et ouais, c'est sûr que bah, comparé aux autres qui vont pouvoir s'entraîner avec comme ce qui était prévu les 5 heures par jour, c'est sûr qu'il va y avoir une assez grosse différence. Mais après, entre les joueurs, il y a un peu des différentes versions qui s'opposent, parce que par exemple, le joueur de double Artem Sitak, il a dit que l'ATP les avait prévenus dans une visio et leur avait expliqué que s'il y avait une personne contact qui avait le coronavirus dans l'avion, il se pouvait que tout l'avion soit confiné. Mais il y a d'autres joueuses comme Putintseva qui disent qu'elle n'était pas du tout au courant. Du coup, là, c'est un peu parole contre parole. C'est sûr que là, entre la bulle à Adélaïde, les différentes versions de tous les joueurs, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et ouais, donc, ouais, mais après, forcément, oui, ceux qui sont confinés, ça va pas les aider. Ça va pas les aider, quoi. Un petit mot sur ça, Antonio, t'as pas entendu, toi? Moi, je trouve que c'est compliqué de s'exprimer là-dessus. Je comprends à peu près toutes les positions. Après, je trouve que le thé dur, ça va, ils peuvent s'entraîner contre le mur de leur chambre. C'est cool. D'ailleurs, on a vu des vidéos sur Instagram de joueurs qui s'entraînaient sur les murs de leur chambre. Pour préparer un grand chelem, ça va, ça suffit. Ça va. C'est une petite préparation, voilà. Non, mais Des murs à l'intérieur. Des murs à l'intérieur. Justement, on a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en disant les joueurs de tennis sont individualistes, ils se plaignent de leur repas parce qu'il y a Fognini qui a mis des photos de son repas qui n'était pas très bon. Ils se plaignent de leurs conditions, ils prennent pas assez en compte la situation sanitaire en Australie. Est-ce que vous pensez vraiment que les joueurs de tennis sont individualistes, vous? Est-ce que ça vous a choqué, ça? Stephen? C'est la nature même du joueur de tennis qui pense d'abord à sa carrière, donc ils sont dans une logique individualiste, mais ça fait partie de l'essence du sport. On peut pas non plus leur reprocher.
après, c'est vrai que oui, il y a eu pas mal de ouin-ouin, entre guillemets. Enfin, les médias australiens ont même appelé ça les tennis whiners. Voilà, brocardant ces joueurs qui essayaient de sortir de leur chambre d'une journée, qui se plaignent voilà, de leur repas et souhaitent un traitement de faveur. Voilà. Mais sauf qu'aujourd'hui, ils se retrouvent finalement dans un pays avec des conditions extrêmement strictes, qui étaient imposées à la population depuis de nombreux mois. Il faut rappeler, je crois que c'est depuis septembre 2020 en fait, que les australiennes sont fermées. Les autorités australiennes ont prévenu que les frontières resteraient même fermées en 2021, parce qu'ils ont dit, bon, certes, on va avoir un vaccin, mais on n'est pas sûr de son efficacité. Donc voilà, et ils ont, quelque part, beaucoup d'efforts ont été faits pour organiser cette Open Australie dans des conditions extrêmement compliquées. Et on a aujourd'hui un pays qui a su se protéger d'une certaine manière. Pourquoi les joueurs en eux-mêmes auraient-ils un traitement de faveur? C'est pas spécialement logique. Comme le disait, c'était un arbitre international australien qui répondait à Roberto Bautista Agut, qui s'est plaint, c'était hier finalement, que paraît sa situation à une prison, mais avec du mais tu vas prendre un gros chèque et avec ça, la population australienne restera protégée. Ça va être du win-win, quoi. Ça s'en est fort, quoi. Ah, donc, au final, les joueurs vont s'y retrouver parce que ils vont quand même pouvoir pratiquer normalement leur sport pendant ces tournois et gagner beaucoup d'argent parce que le prize money a été en plus revu. Le prize money de l'Open Australie a été revu par rapport à l'année dernière. Donc, au final, juste que les joueurs finalement acceptent ces conditions-là et adaptent tout simplement. Julien, un petit mot sur ça, Julien? Oh, bah, j'ai rien à rajouter spécial sur ce qu'a dit Stéphane, je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est vrai que de toute façon, les joueurs, quand ils ont accepté d'y aller, si on en croit quand même les joueurs qui sont allés à toutes les visios de l'ATP et qui ont lu toutes les formalités, ils étaient prévenus de tout ce qui pourrait leur arriver. Donc c'est vrai que du moment qu'on accepte d'y aller, il fallait s'attendre à tout, même au pire. Donc ce qui arrive aux joueurs qui sont confinés dans leur chambre, après qui se plaignent de certaines conditions. C'est sûr qu'on voit Poutine-Seva avec une souris dans sa chambre, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais ouais, je suis assez d'accord quand même avec tout ce qu'a dit Stéphane. Et Mathieu, toi, tu penses pas est-ce que tu penses qu'il aurait fallu maintenir le tournoi? Est-ce que tu penses pas qu'il aurait pas fallu annuler la tournée australienne pour toi, Mathieu? Annuler la tournée australienne, non, je pense que c'est compliqué. Voilà. Ils s'y attendaient pas avant, c'est vrai que la situation soit comme ça. Après, je sais que Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, avait dit, oui, je crois que c'était mi-octobre, quelque chose comme ça, il avait dit si les joueurs doivent passer 2 semaines en isolement avant un tournoi du Grand Chelem, c'est pas possible de jouer. Finalement, c'est presque ce qui se déroule. Alors, ils ont 2 semaines, ils ont 1 semaine de battement finalement pour s'entraîner. Je pense après, je pense que pour certains, ça va être très coûteux physiquement si tu fais vraiment rien pendant 2 semaines. Ça va dépendre aussi de l'âge des joueurs. Je comprends qu'il y en ait qui se plaignent parce que quand tu es joueur, tu es dans ta condition de joueur, tu as vraiment envie de réussir le tournoi. Il y a que ça dans ta vie. Le seul but de ta vie, c'est l'Open d'Australie là, qui arrive, c'est d'être performant. Donc, si tu te sens un peu délaissé, tu te dis ah, je me suis préparé autant de temps pour finalement voilà, que ce soit gâché par les conditions. Mais et je comprends aussi que ce soit mal vu je sais pas si c'est mal vu par la population australienne. En tout cas, c'est le relais que la presse australienne en fait parce que il y a pas que pour les gens qui sont autour, c'est inconcevable. Il y a pas que le tennis. Donc après, il y a 2 types de joueurs. Il y a les joueurs qui se plaignent parce qu'ils peuvent pas s'entraîner. Ça, je comprends. C'est dur de pas s'entraîner pendant 2 semaines. Il y en a qui se plaignent parce qu'ils supportent pas d'être enfermés, etc. Après, oui, c'est difficile de juger. Je suis pas à leur place, donc je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il aurait fallu, et par contre, est-ce qu'il aurait fallu annuler vraiment la tournée australienne? Je pense pas. Ils pouvaient pas savoir avant, quoi. C'était le début qui repartait. Ok. Tu disais qu'ils allaient s'entraîner pendant la semaine à partir du 30-31.
J'aimerais bien en régie nous mettre le calendrier des tournois ATP, parce qu'on peut voir que avant l'Open d'Australie, il va y avoir des tournois en Australie, il va y avoir l'ATP Cup la semaine du 31 au 8 février. En même temps, il va y avoir un tournoi de Melbourne ATP, un 250. Et en même temps, il va y avoir un 250 à Melbourne du 31 au 6 et un deuxième 250. Il y aura deux 250 en même temps, plus l'ATP Cup. Tout ça sur le site de Melbourne. Est-ce que c'est pas ridicule d'organiser 3 tournois ATP la même semaine en Australie sur le même site? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Stephen? C'est sûr que c'est assez bizarre d'avoir un Melbourne 1, un Melbourne 2, et je pense qu'on va mélanger un peu les deux tableaux, ça va pas être évident. Ah, c'est ça, c'est en plus en même temps. Ça va être un peu étrange. Après, voilà, je pense que ça a été dicté par la nécessité de une bulle à Melbourne, Oui, exactement. circonscrite aux conditions sanitaires sur place. Et de la même façon, je pense qu'il faut s'adapter à la situation. Voilà. C'est pas qu'il y ait Ouais, quelque chose d'autre à dire en fait par rapport à ça. c'est ça. Ça vous choque pas, vous, 3 tournois la même semaine? Est-ce que le tennis, ça devrait pas un peu. Ça tombe pas au ridicule, c'est vraiment organiser des tournois pour organiser des tournois, là. C'est vraiment. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? Non, bah, je pense que là, ils étaient obligés, c'est des questions d'organisation. Il fallait mettre le plus de gens possible au même endroit pour avoir une seule bulle et pour avoir quand même des tournois de préparation avant l'Open d'Australie. Parce que normalement, c'était des tournois qui avaient, je crois qu'il y avait Brisbane ou des tournois qu'il devait y avoir Auckland normalement, les années précédentes. Des tournois qui ne sont pas là et qu'ils ont préféré faire tous au même endroit, quoi. Julien, toi, t'en penses quoi, toi? Bah ouais, bah comme les autres, je pense qu'ils n'avaient pas réellement le choix de faire autrement. C'est sûr que en temps normal, sans crise pandémique, on aurait trouvé ça ahurissant. Mais là, comme ils n'ont pas le choix, ça permet que tous les joueurs soient dans la même ville, qu'ils viennent pas du monde entier en ayant fait des tournois ailleurs juste avant. Donc je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options pour sauver la saison ATP, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de tournois pour assurer un certain nombre de points dans l'année. Donc je pense que c'était difficile de faire autrement. On en reparlera de l'Open d'Australie dans les prochaines semaines, bien sûr, il y aura beaucoup de trucs à dire. Juste, est-ce que vous avez suivi les deux premiers tournois de l'année en ATP? Ouais. Bah, pour ma part, oui. Vous avez suivi? On peut en parler vite fait, parce qu'il y avait le tournoi de Dalry Beach, et c'est Určac qui a gagné ce tournoi. Il a battu en finale le jeune américain Sébastien Corda, une pépite du tennis américain, un futur grand tennisman américain, je pense. Qu'est-ce que vous avez pensé du tournoi de Určac? Vas-y, Julien, toi. Tu l'as suivi un peu? Oui, bien sûr. Bah, de mémoire, il a joué son premier match ou son deuxième match contre Garin, qui était tête de série numéro 1. Après, on sait que Garin, il est plus performant sur terre battue que sur dur. Donc là, son premier match, bah, de mémoire, il avait réalisé un assez bon. Ah non, je crois que je confonds avec. Non, Tu non. parlais de Corda, toi, c'est ça? Ouais, il a pas battu un seul son premier match, je l'ai vu jouer contre, je crois, Galan. Et il a joué aussi à Harrison en demi-finale, il me semble. Et du coup, la finale contre Corda. J'avais vu sa demi-finale du coup contre Harrison, qui était un peu la surprise du tournoi, qui était 700e mondial avant le tournoi, qui sortait des qualifications. Après, Harrison, c'était pas non plus. Il était bien mieux classé. Il avait été un peu gêné par des blessures. Il était, il me semble, dans le top 200, 198e mondial à son meilleur classement. Et du coup, j'avais vu son match contre Harrison en demi-finale. Et il m'a ni vraiment impressionné. Enfin, il a fait le job, on va dire. Il avait bien joué contre Harrison. Il a battu 2-7-0. Après, moi, je sais pas ce qu'en pensent Stephen et Mathieu, mais moi, je l'avais pas trouvé vraiment. Ouais, je voulais juste dire que je l'avais pas trouvé très impressionnant, mais qu'il avait fait le job, quoi. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Stephen, t'as suivi un peu, toi? Ouais, j'ai un peu suivi Delrevic. Urquac, en fait, il a gagné le tournoi sans battre un seul joueur du top 100. Je crois que ça arrivait que 17 fois dans l'ère européenne. Ah oui, c'est vrai. Bon, après, battu des joueurs, on va dire Corda, je pense qu'aujourd'hui, c'est un
peut-être pas top 100, mais il a certainement le niveau top 100 sur ce qu'il a montré en tout cas. Il fait un très bon tournoi, mais il était blessé, Corda, il a eu des soucis au genou. Et ça l'a un peu handicapé. Donc, non, mais c'est pareil que ce que bien. En fait, il a fait le job. Il a bénéficié d'un tableau relativement léger quand même. Voilà, c'était globalement un tournoi assez clairsemé. Hein. Il y avait, c'était assez étrange parce qu'il y avait quelques têtes d'affiche et puis le reste, c'était des joueurs du top 100 qui ont décidé de ne pas. Certains ont décidé de ne pas faire l'Open d'Australie. Et qu'à Corda, c'était une stratégie qui pouvait interroger d'ailleurs pourquoi finalement ne pas aller en Australie à la place de Del Rebic. Au final, il arrive en finale contre Urcax. C'était un si mauvais calcul. Pour vous démontrer que le tournoi n'était pas d'un très bon niveau, il y avait Jérémy Chardier en demi-finale quand même. Donc ça montre voilà, que le tournoi n'était pas non plus d'un très bon niveau. Ça, c'était à Antalya, c'était pas à Del Rebic. C'était à Antalya. C'était à Antalya, ça? Ah, désolé. Ouais. Désolé. C'est déjà un espoir qu'ils soient en demi-finale d'un tournoi, Jérémy Chardier. Que ce soit à Antalya, à Del Rebic. Non, vous n'êtes pas. Le niveau Antalya était encore un peu en dessous du niveau à Del Rebic, il me semble. Ah, il y avait des bons joueurs, il y avait quand même des Fonini, des Berrettini, des demi-nord en Antalya, ouais. Ouais, mais le niveau global du tournoi, il me semblait quand même un peu en dessous. Ouais, peut-être moins dense, ouais. Après, Fonini, il a joué en tombe un peu, non? J'ai vu son match, il était pas à 100%, Fonini. Il revient de blessure, Fonini. Il a eu 2 opérations à la cheville pendant le premier confinement déjà. L'année dernière, il est revenu en fin d'année. Il disait qu'il n'était pas encore à 100%. Ouais, il a eu une saison compliquée l'année dernière. Ouais, mais j'avais pas cette info. D'accord. Ah, ok, c'est pour ça qu'il était. D'accord. J'ai cru qu'il s'entraînait plus, qu'il avait un peu lâché, mais non, il était blessé. C'est ça? Ouais, il est ultra motivé par contre pour revenir. Du coup, sur le tournoi d'Antalya, si vous avez suivi, c'est le. Ah ouais, ok, moi je savais pas. Du coup, sur le tournoi d'Antalya, si vous avez suivi un peu, le vainqueur c'est Alex de Minor. Qu'est-ce que vous avez pensé de son tournoi, Mathieu? Toi, tu as l'air d'avoir suivi Antalya, toi. J'ai pas suivi tous les matchs de demi-nord, mais j'ai regardé un peu, notamment parce qu'il y a Bublik et je trouve marrant de regarder Bublik qui fait des services à la cuillère, des choses comme ça. Mais c'est pas le même type exactement que Kyrgios, contrairement à Kyrgios qui parfois fait un peu la gueule. Bublik, il a toujours le sourire, donc c'est assez sympa. Mais j'ai pas regardé non plus énormément de matchs. La finale, elle a été gâchée parce que Bublik a abandonné très rapidement. Ouais. Et sinon, non, j'ai pas suivi. Après, ouais, il y avait Del Rebic, il y avait la belle histoire de Christian Harrison, là, qui avait eu 8 opérations. Je crois que pendant une d'elles, il a pas pu marcher quasiment pendant un an et qui revenait là de nulle part. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai regardé. J'ai pas regardé tous les matchs. Quelqu'un a un truc à dire sur de Minor à Antalya ou vous n'avez pas regardé trop? Ouais, j'avais regardé son match contre le jeune bulgare Andreev. Je sais pas si vous le connaissez, là actuellement il est 444e mondial. Ouais, il c'est en 2001 et j'avais regardé son match. D'ailleurs, il avait très bien joué contre lui. Il avait gagné 6-1, 6-2 ou 6-1, 6-3 ou 6-3, 6-1. Enfin, il avait gagné très facilement son match. Et du coup, je l'avais regardé contre Andreev. Il m'avait fait assez bonne impression. Mais on va dire que c'était assez logique qu'il gagne ce match quand même contre ce jeune bulgare. Il était censé quand même être largement meilleur que ce jeune espoir. Est-ce que de Minor a un niveau pour être top 10, top 5 selon vous, Mathieu? Top 5, non, pas encore. Top 10, je pense qu'il peut s'en rapprocher. Par exemple, il a joué contre Gasquet à Anvers l'année dernière et Gasquet avait été ultra impressionné. Il avait dit qu'il serait top 10 très bientôt. Alors après, est-ce qu'il s'est enflammé parce qu'il venait de le battre? Je sais pas. Mais je trouve qu'il est de plus en plus solide. Enfin, il a toujours été solide du fond de cours, mais il arrive à se rapprocher encore un peu de sa ligne, à essayer de faire un peu plus de différence, même s'il n'est pas très puissant, mais il a quand même des prises ultra à plat qui peuvent lui permettre d'envoyer en coup droit. Je pense qu'il s'en rapproche. Et après, il lui manque encore, contre les vraiment tout meilleurs, il a eu du mal à vraiment faire des perfs. Mais à mon avis, il y sera un jour de Minor.
Parce que j'ai l'impression qu'on nous le vend depuis des années, de mineurs, depuis 2-3 ans, on nous dit ça va être le futur grand espoir australien. J'ai l'impression qu'il stagne un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Bon, qui stagne, c'est quand même un peu difficile. Il est encore très jeune, hein. Il est né en 99. C'est vrai que ça fait longtemps. Il est arrivé assez tôt sur le devant de la scène. Qui stagne, je trouve ça un peu dur. Moi, je trouve que qu'il s'améliore un peu quand même. Parce que avant, il montait moins moins à la volée, moins au filet. Il s'est un peu amélioré. Il va plus vers l'avant que ce qu'il faisait avant. Avant, il restait trop, je trouvais, en fond de cours. Et son seul plan de jeu, en gros, c'était de courir à droite à gauche. Enfin, je caricature, c'était de courir à droite à gauche et de renvoyer le plus possible, le plus rapidement possible. Et maintenant, il a un peu quand même diversifié son jeu. Il a plus d'atouts, chose qu'il n'avait moins avant. Et concernant est-ce qu'il va intégrer le top 5 actuellement, ça me paraît très dur à dire s'il pourra l'intégrer un jour ou pas. Et le top 10, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mathieu, il pourra très certainement s'en rapprocher s'en rapprocher dès cette année et intégrer, je pense, le top 15, 14, 13, voire mieux, peut-être. Stéphane, un dernier mot sur des mineurs? Je pense qu'il serait rodé autour de la top 10, du top 10 à un moment donné, parce qu'il le sera sur la régularité. Sa stagnation, il y a une grosse blessure à un moment donné, qui a pas mal entravé aussi sa progression. Oui, plus tu montes, plus c'est dur de monter encore. Ouais, c'est sûr. Vas-y, Stéphane. Voilà, après, je vois peu de choses, on va dire, dans son jeu, en fait, qui me faire penser qu'il sera top 5. Son jeu a énormément de relief, mais je pense qu'il sera autour entre 8 et 12. Il devrait en tout cas s'installer entre 8 et 12 voilà, sur la régularité. Et je pense que c'est un joueur qui sera relativement constant de tournoi en tournoi. En fait. Ok. Merci les gars d'être venus. Désolé, il n'y avait pas trop de sujets, mais bon, on va essayer de vous faire réagir sur l'actualité tennis. On espère que vous réinviter dans les prochaines semaines quand il y aura vraiment des matchs, des tournois, pour en parler un peu avec vous aussi. Merci à vous. Ouais, merci à vous pour l'invitation. De rien, et merci d'être venu, c'était vraiment très intéressant. J'en profite juste pour faire une petite pub. Oui, justement, Stéphane, j'ai vu ça sur Twitter. Toi, tu vas lancer une émission sur Twitch, c'est ça? C'est avec DRX Prono et Benjol Prono, on va effectivement lancer une émission sur Twitch, une émission hebdomadaire pour débriefer tout simplement les tableaux des tournois. Donc ce sera plutôt en début de semaine, avec un angle un peu plus vécu, forcément. Aïe, 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 vous allez être concurrent alors. Non, c'est mardi soir. Ce sera plutôt un lundi soir, je pense. Ah, voilà. Non, je rigole. Et du coup, ça va parler de quoi? Ça va parler de quoi? C'est une émission sur les paris sportifs, sur l'actualité, c'est sur quoi? Je pense qu'il y aura une partie d'abord de débrief des tournois précédents, une actualité. On va mettre en place quelques rubriques. Forcément, il y aura une petite partie news et le gros de l'émission sera sur des tableaux et des différentes cotes. C'est-à-dire que les différentes cotes des matchs, du premier tour, des tournois qui s'annoncent la semaine, tout simplement. D'accord. Est-ce que vous aurez des invités? Vous aurez des invités? Oui, tout à fait, je pense. Oui. Là, on va lancer ça donc pour la première édition, forcément, pour débriefer le tournoi de Melbourne 1 et 2. Lundi 1er février, si je ne dis pas de bêtises. Si tu veux m'inviter, je suis disponible. Non, je rigole. Je rigole. De quoi? On y pensera. Non, je rigole. Mais en tout cas, bonne chance pour votre émission, Stéphane. Ouais, bonne chance à Merci vous. beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Et rassure-moi, tu reviendras aussi mardi soir de temps en temps. Oui, bien sûr, je viendrai. Ah, ça va. Bon, merci à vous, les gars. En tout cas, bonne journée, bonne soirée, excusez-moi. Bonne journée, bonne soirée et bonne année 2021 aussi. Merci, bonne année. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, bonne soirée. Putain, j'arrive pas. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Bonne journée, Anthony.
Ouais, bonne journée. Ouais, je passe une bonne matinée. J'ai perdu dans sa vie, genre. Bon, Anthony, t'es revenu parce que t'étais parti à un moment. Ouais, j'ai eu un petit bug technique. Moi aussi, C'est j'étais parti. une émission, c'est un bug technique chez nous. Enfin, nous, tu sais, nous, on a l'habitude hein, maintenant. C'est un peu notre chaque semaine. Hein. Faut savoir, Anthony ferait une émission, mais sans ordinateur, il est sur son portable. J'ai pas le choix, hein. Au réparateur, l'ordi. Donc, si vous avez un ordinateur prêté à Anthony en attendant que le sien il revienne, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, Facebook et Instagram. Non, pas Facebook, Twitter, Instagram. Bon, alors, je crois que c'est ta séquence, c'est le 23h sport, à 23h20. C'est ça. Je crois que depuis le début, on l'a jamais faite à 23h pile. Peut-être une fois, mais c'est pas le même. Par contre, on m'entend un peu, là. On m'entend un peu, Anthony. Est-ce que tu peux régler ça? Ouais, c'est bon, hein. On entend plus. Excusez-nous, il est 23h20, la technique nous a lâchés, là, c'est bon. On est en roue libre. On entend plus Anthony. Si, je suis là. Ah, c'est bon. Ah, alors, tu viens nous faire ton 23h sport. Qu'est-ce que c'est le 23h sport pour les gens qui sont encore là? Et ben, le 23h sport, c'est un petit condensé de l'actualité sportive qu'on n'a pas pu évoquer ce soir, qui s'est déroulé dernièrement. Alors, du coup, tu vas nous parler de quel sport ce soir? Alors, je voulais commencer par de la NBA, parce qu'il y avait un gros programme hier soir, avec le Martin Luther King Day. Alors, je vais pas vous parler de toutes les affiches, parce que sinon on va pour la soirée, mais les deux plus importantes, c'était entre les Nets de Brooklyn et les Bucks de Milwaukee, avec une victoire importante des Nets de Kevin Durant et James Harden, toujours sans Kyrie Irving, face aux Bucks de Giannis. Et puis je voulais parler aussi d'une deuxième affiche qui était aussi impressionnante, c'était les Lakers, champions en titre, on le sait, face aux Warriors. Le match devait être plié, puisque les Lakers menaient de 19 points, et ils ont fini par le perdre. Contre Golden State Warriors. C'est ça, 125-123 si je me trompe pas. Et en plus, pas un grand Curry hein, cette nuit. Il fait le taf, mais pas exceptionnel. Voilà. Stephen Curry, bien sûr. C'est pas le Rio Curry. Non. Bon, ensuite, pour ce qui est... Il y avait des matchs en Allemagne, avec un match très intéressant entre le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Et c'est Leverkusen qui l'a emporté 2-1 et qui prive le Borussia d'une bonne place et d'aller lutter pour les places de 2-3. Il y avait aussi un choc en Angleterre avec Leicester City qui accueillait Chelsea. Un Chelsea malade en ce moment et qui s'est encore incliné. Victoire 2-0 de Leicester des Foxes. Et puis enfin, pour finir, il y avait de la Coupe de France, la nouvelle édition de la Coupe de France. Et on connaît l'adversaire de l'Olympique de Marseille. Ah. Qui était donc le vainqueur de Sochaux 3. Ouais, et alors, c'est qui a gagné? Alors, c'est pas Sochaux 3, c'était Auxerre 3. Oui. Petite erreur. Et vas-y, essaie de deviner. À ton avis, c'est qui a gagné? J'ai le résultat sur les yeux, du coup 1-0 pour Auxerre. Ouais, tu triches aussi. Moi, je suis un grand fan de 3, du coup, j'avais vu le résultat. Je sais qu'en plus, t'aurais été content qu'il y ait un petit 3 Marseille. Un petit 3 Marseille, j'aurais été par 3, bien sûr. Ah, et du coup, c'est l'Auxerre qui va affronter Marseille. Ah, ça sera... Et du coup, tu peux nous réexpliquer la formule de la Coupe de France? Il y a une nouvelle formule, tu nous expliques en 2 minutes? Ouais, donc formule inédite qui tient juste pour cette année. Hein. L'année prochaine, ça repart théoriquement, s'il n'y a plus de Covid comme avant. Donc formule inédite avec 2 voix, la voix des amateurs qui s'affrontent entre eux,
et la voie Ligue 1, Ligue 2. Pour l'instant, on a un tour qui se joue entre ce soir et demain, qui est un petit peu barbant. C'est un petit peu, on dirait un premier tour de Coupe de la Ligue entre que des clubs de Ligue 2. Mais le tirage est déjà effectué et ces équipes de Ligue 2 connaissent déjà leur adversaire, donc les clubs de Ligue 1, puisque le PSG jouera soit Guingamp, soit Caen. Pour Lyon, c'est Ajaccio qui s'est imposé aujourd'hui contre Châteauroux. Pour Marseille, on vient de le dire, donc ce sera la JOCR. J'ai pas toutes les affiches en tête, mais pour Saint-Etienne, par exemple, ce sera Nancy ou Sochaux. Et donc, voilà, on a déjà le tirage au sort. Et puis, une fois qu'il y aura ce tour qui sera passé, entre les affiches de Ligue 1, Ligue 2 et les affiches amateurs, on rebasculera sur un format un peu plus classique avec des possibilités d'affrontement entre clubs amateurs et clubs professionnels. C'était en fait parce qu'il y a eu l'arrêt des championnats amateurs par la FFF au début du deuxième confinement. C'est ça, tout à fait. Je crois que tu vas nous parler cyclisme aussi dans le 23h Sport. Ouais. Vas-y, t'as un truc à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire? Si, il y a Thibaut Pinot qui prendra pas le départ du Tour de France. Voilà. Il va faire le Giro. Oui, voilà, il faut le dire. Le Giro, c'est un tour qu'on on apprécie particulièrement dans la Sport Academy, parce qu'on en a parlé beaucoup au mois d'octobre. Exactement, et on le regardait tous les après-midi sur la chaîne L'équipe. C'est ça, sur la chaîne YouTube, avec les merveilleux commentaires des commentateurs. Alors, j'ai plus le nom des commentateurs, mais c'était un très bon Giro. Bien sûr, on en reparlera au mois d'avril. On fera une spéciale Giro, si on est encore là. Anthony, des experts cyclisme et tout. Bien sûr, Anthony commentera les étapes en direct sur Instagram. Ça promet. Ça promet. Bon, est-ce que tu as un dernier truc à nous dire dans ton 23h Sport? Non, j'ai tout dit. Peut-être demander un ordinateur. Ah ouais, si c'est gratuit, je prends. C'est bien la mentalité de cette émission. Si c'est gratuit, on prend. Bon, on va passer à la dernière séquence de cette émission. Les pronostics de la rédaction. Et Anthony, j'ai une très belle surprise pour toi. Vas-y, dis-moi. Tu sais, j'ai mis à jour les scores. Ah, ça y est, je suis passé devant. C'est bon? Je t'avoue que tu m'as mis sur la dernière semaine, tu m'as mis une tannée. Il y a 21-18 pour toi maintenant. Au total. Tu faisais le malin au début parce que tu gagnais et tout. C'est bon, il fallait juste que je me mette en route. Sur la dernière semaine, tu m'as mis 8-1. Quand même. Donc, ouais. Ah, les choses se rééquilibrent et on va dans le sens de ce qui devrait être normal. Ne t'inquiète pas, le tennis va revenir et je vais me refaire des points sur le tennis. Parce que là, le foot, c'est pas ma spécialité, moi. Donc, toi, tu préfères le Giro? Je préfère le tennis, le Giro aussi. Thiago Almeida, le portugais. Bon. D'ailleurs, si me regarde le portugais, on l'embrasse, bien sûr. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est les pronostics de la rédaction? Déjà, il y a 21-18 pour Anthony, qui l'a remplacé devant. Première fois que tu passes devant depuis le début de l'émission. Ouais, mais il va le rester. Alors, du coup, vu que tu es passé devant, tu vas nous expliquer ce que c'est les règles. Ça, tu me le faisais faire même quand j'étais derrière, de toute façon. Bon. Ouais. T'étais derrière quand même. On n'est pas. En gros, donc, on a choisi 5 matchs. 5 matchs de football à pronostiquer. La bonne équipe vainqueur, 1 point. Le bon résultat, 3 points. C'est ça. Et on additionne du coup au total toutes les semaines. Ça, je le dis à chaque fois. Bon. Alors, on a choisi 5 matchs. C'est Anthony qui les a choisis, du coup. C'est Anthony qui choisit les matchs aussi. Donc, il est un peu avantageux aussi. Donc, je tiens à dire depuis le début. je tiens à dire que, voilà, ça, il faudra refaire l'émission.
Tu as choisi 5 matchs, tu as choisi 3 matchs de Ligue 1 et 2 matchs européens. Donc c'est vraiment un pronostic très français ce soir. Alors, faut juste que je retrouve ce que tu m'as envoyé comme match. Dépêche-toi quand même, on n'a pas toute la nuit. Parce que tu me les as envoyés par message, bien sûr. Du coup, les matchs que tu m'as envoyés, je crois qu'il y avait un Lens-Marseille, c'est ça? C'est ça, match en retard qui se joue demain. Du coup, non, c'est Marseille-Lens, du coup. Du coup, Anthony, ton pronostic pour Marseille-Lens? Il est demain. Toujours pas de signature de Milik. Payet a toujours 15 kilos en trop et pas trop envie de courir. Donc je vais pronostiquer une victoire lensoise. Même s'ils sont pas très convaincants depuis un petit moment, je sens bien justement le sursaut d'orgueil au Vélodrome. Vélodrome vide en plus, donc voilà. 2-1 pour les Lensois. 2-1 pour les Lensois. Ah ouais, tu vas sur Lens, toi. Putain. Moi, je vais dire un petit match nul. Un partout. J'ai pas... Dans la dynamique actuelle de l'OM, un partout contre Lens, c'est un bon résultat. Hein. Quand on va pas parler de Marseille, on a déjà parlé de Saint-Etienne. On va pas comparer les deux. Bon. Alors, deuxième match, Paris Saint-Germain-Montpellier, ce week-end en Ligue 1. Donc, vas-y, je vais recommencer du coup. Paris Saint-Germain-Montpellier, Paris Saint-Germain avec leur nouvel entraîneur, contre Montpellier qui marque un peu, qui est pas au top de sa forme. Je vais te dire Paris Saint-Germain, victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. À toi. Moi, je vais dire victoire de Montpellier 5-0. Non, mais sérieusement. Non, je rigole. C'est noté, non, c'est noté. Non, je rigole. C'est noté? Non, c'est pas noté, je rigole, je reste sur le PSG qui va gagner ce match, j'en suis quasiment sûr. Je dirais 3-1, mais sans but de Mbappé. Mais on n'a pas encore les buteurs dans le concours des pronostics. Ça fait pas plus 1, genre si Mbappé marque pas, ça fait pas plus 1. Non, ça marche pas. Du coup, t'as dit combien? T'as dit 2-0 aussi? Non, je dis 3-1. Ah, 3-1, excuse-moi, j'étais pas dedans. Bon, on va pronostiquer un deuxième match de Marseille, Monaco-Marseille. Du coup, ce week-end aussi. Du coup, vas-y, Anthony, Monaco-Marseille, qu'est-ce que tu dis? En vrai, je regrette un peu d'avoir mis ce match, parce que l'analyse sera pas la même s'ils gagnent demain à Marseille. Mais c'est ça, t'as mis 2 fois Marseille. C'est ça, je regrette un peu de leur vie. Non, mais en vrai, Monaco, ils sont en forme. Nico Kovac, c'est un coach que j'aime bien. Ça joue bien, Je vais partir sur Monaco. Non, allez, un petit sursaut d'orgueil marseillais, un petit match nul. 2 buts partout, très beau match. Tout le monde rentre chez soi content. Moi, je vais prendre un paramètre que tu n'auras pas pris en compte, Anthony, je pense. Le paramètre physique, bien sûr. Marseille, tu vas jouer demain. Alors, Monaco, ils auront 1 semaine pour se reposer. Moi, je pense que ça va avantager les Monégasques. Je vois une victoire de Monaco 1-0. Voilà, c'est une petite analyse. Ça, c'est l'entraîneur physique qui parle, c'est pas le présentateur. Alors, le quatrième match, c'est un gros match du championnat allemand. Mönchengladbach contre Dortmund ce week-end. Donc, vas-y, je vais commencer du coup, c'est le quatrième match. Moi, je suis pas un très grand suiveur du championnat allemand, mais Dortmund, ils ont l'air d'être dans le dur. Donc, je vais mettre victoire de Mönchengladbach 2-1. À toi. Alors moi, au contraire de toi, je suis un grand suiveur du championnat allemand, j'aime beaucoup. Et j'ai tendance à dire qu'avec le changement de coach qu'il y a au Borussia Dortmund,
De toute façon, c'est une saison pour rien, Dortmund. Il se passera Mm. rien, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Mais ils sont capables de coups d'éclat. Parce qu'il y a quand même de très bons joueurs. Et Gladbach n'est pas non plus au plus haut de sa forme. C'est pas non plus étincelant. Je vais partir sur Dortmund. En plus, si je me trompe pas, je crois que c'est à Dortmund, puisqu'ils ont joué à l'extérieur ce soir. Mm. 2-0. 2-0, doublé du Cyborg Hollande. 2-0 Dortmund. Oui. Mon Dieu. T'as envie de perdre des points, toi. Hein. T'inquiète, moi j'ai confiance en Erling Haaland. Après, je tiens à dire que tu mets des matchs du championnat allemand que je ne suis pas, donc tu vas pas avantager. Beaucoup avantagé sur cette séquence. On va la retravailler, je pense. Voilà, on va refaire les règles. La prochaine fois, on met du championnat turc, du championnat néerlandais. Mais là, personne connaîtra. Du coup, ça sera au hasard. Ouais, mais moi non plus, du coup, et tu seras content. Antalya Sport contre Bursaspor. Ça, ce sera un beau match à pronostiquer la semaine prochaine. Alors, le dernier match, du coup, le 5e match qu'on a choisi de pronostiquer, c'est l'AC Milan contre l'Atalanta, en Italie. Vas-y, Anthony. Ce match, il est très dur. En vrai, il est très dur. On me le dit souvent. Oh, vas-y. Non, il est très dur parce que l'AC Milan, ça perd pas. Mais l'Atalanta, ça joue bien, même si ça gagne pas en ce moment. C'est un peu compliqué. Mm. Je vais rester sur l'AC Milan, qui est très efficace. Joue à domicile en plus, je crois. Et le Oui, retour c'est à de domicile. Zlatan, ouais, voilà. Il y a eu le retour de Zlatan qui a fait vraiment du bien cette semaine. Mm. Je vais partir sur l'AC Milan. Un beau match 4-3. Ah ouais, le début. Ah ouais. Ouais, Allez-y, c'est un beau match. misez sur la cote, plus de 5 buts. Plus de 5 buts dans le match, là, c'est sûr. Hein. Cote à 14, c'est sûr. Hein. Mettez 20 €. C'est bon, vous êtes riche. 4-3-0 pour l'AC Milan. Moi, je vais dire, aussi victoire du Milan AC. Je vais dire victoire avec un peu moins de buts, mais 3-2. 3-2, je vois des buts aussi dans ce match. 3-2 pour l'AC Milan. Voilà, ben, on fera les comptes la semaine prochaine en espérant que je repasse devant, bien sûr. Sinon, on arrêtera cette séquence, bien sûr. Le mauvais joueur, genre. Le mauvais joueur. Sinon, on ne fera plus la séquence, bien sûr. Bon, voilà. Non, ce soir, On n'arrêtera pas cette séquence. Tant que je voilà, gagne, on n'arrêtera pas cette séquence. d'ailleurs, on rappelle l'enjeu. L'enjeu, c'est une tournée à la fin de la saison. Si les bars sont réouverts, bien sûr. Sur Covid-19, on est à l'abri de rien. On peut passer l'été en confinement. C'est pas impossible. C'est pas grave, on vous fera des émissions en confinement au mois de juillet avec 40 degrés, là, ce sera marrant. Bon, bref, on s'égare. Il fait rarement 40 degrés le soir à 21h. Ah si, bah, dans le sud, on invitera Catherine Laborde pour parler de météorologie, bien sûr. Alors, comme vous pouvez constater, ce soir, il n'y avait pas Mathieu, il n'y avait pas de René Mathieu, donc il n'y avait pas la séquence culture générale de l'émission. Parce que Mathieu est au rattrapage. Donc on l'embrasse, Mathieu. On n'était pas censé le dire, mais bon, voilà, il est 23h39. Mathieu est au rattrapage. Il a eu 7 de moyenne à ses partiels, voilà. Donc il a beau amener la culture générale, il serait peut-être bien qu'il réussisse ses partiels. Voilà. Donc, voilà. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance, Mathieu. Envoyez de la force à Mathieu sur le chat. Là, il n'y a plus personne, mais voilà. Bon, bon bah, merci pour cette émission, Anthony. Ouais, merci. Merci. On revient la semaine prochaine avec la même émission, la même qualité, du divertissement, du débat, des informations, des invités. Voilà. On va tout remettre en ordre pour la semaine prochaine, refaire partir la machine, bien sûr. Et voilà. On vous dit bonne soirée, bonne semaine et vive le sport. Au revoir, ciao.